Et ben voilà, ça y est, c'est parti. Bonsoir, bonjour à tous, ça dépend quand vous regardez ça, mais bonsoir parce qu'on est en direct et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui consacrée à un réalisateur japonais qui est peut-être pas on va dire le plus cité en dehors de justement des fans de cinéma japonais. On va plutôt parler d'un Ozu, d'un Kurosawa, mais nous on va revenir dessus parce que c'est un très bon et si vous connaissez pas, vous allez avoir plein de films à regarder et en plus des trucs disponibles chez nous, donc ça veut dire que vous pourrez les trouver. Et pour en parler, évidemment, on a réuni comme d'habitude The A-Team, l'agence Tourisque. Avec, donc, on a un nouvel invité qui va se présenter ici, donc Antoine Godet. Je t'en prie, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Antoine Godet. Du coup, j'ai fait un BTS audiovisuel avant de retourner à la fac. Et à la fac, ensuite, en faisant la licence 3, puis ensuite le master, j'ai fait donc un mémoire sur Kenji Mizumi. Et ensuite, j'ai continué à travailler en thèse sur la figure du héros, en prenant à la fois dans le western et dans le film de sabre. Et du coup, en ce moment, je suis juste enseignant dans un BTS audiovisuel. Donc, je fais la culture audiovisuelle artistique. Donc, c'est en gros l'histoire du cinéma et de l'art. Et Robin, ici en bas, que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà eu plein de fois. Je te remercie encore d'ailleurs d'être avec nous. De rien, c'est tout naturel. Donc aujourd'hui, on va donc commencer à parler de Misumi. Qui veut nous présenter qui est Misumi, quelle est sa biographie? Parce qu'il a une biographie assez étonnante, le monsieur, on va dire. Alors, honneur à Antoine, je dis, ce soir. Balance, vas-y, à toi. Pas de pression, pas de pression. Non, il n'y a pas de pression, mais en fait, personnellement, il faut déjà dire que la biographie, elle n'est pas traduite en français et en anglais. Du coup, elle est que pour les Japonais. Du coup, si on ne lit pas, on n'a pas forcément accès à ça. Moi, j'avais eu accès à différentes... pour sa monographie, c'était au niveau des lectures, des bonus DVD, etc. Et du coup, on arrive à faire un petit peu une synthèse rapide, mais ça reste très... c'est pas très concret non plus, quoi. Du coup, de ce que j'avais appris, c'était que voilà, il avait une enfance... plutôt compliqué, avec mère geisha, je crois, élevé par sa tante, un truc comme ça, et père absent. Donc déjà, on va dire une enfance un petit peu difficile. Puis après, il y a eu un passage à la guerre, avec un emprisonnement, j'avais lu aussi, quelques années d'emprisonnement pendant la guerre sino-japonaise. Et ensuite, parcours plutôt traditionnel dans les studios. On commence en bas de l'échelle et puis on monte progressivement, en commençant évidemment par, je crois, storyboarder, et puis après un petit peu d'assistant réal avec des réalisateurs assez connus à la DAI. Et ensuite, il a eu le droit à faire son premier film en 62, je crois. Comme ça. Premier film en 54, il me semble. 54 ? Ok. 62, c'est pas le premier Zatoichi en 62 ? C'est ça. Si. Voilà. Donc, tu es bien associé au premier Zatoichi. Ouais, tout à fait, ça se voit que je l'ai revu hier, hein. C'est pour ça que j'ai la date. Donc un réalisateur, vous voyez déjà que sa vie, je trouve qu'elle elle est pas très courante, on va dire. C'est quelqu'un de son époque qui a connu la guerre, qui s'est retrouvé en prison suite à la guerre mondiale, donc je veux dire, bon, bref, un sacré vécu. Comment est-ce qu'on arriverait à cerner un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, quel est le style, qu'est-ce qui revient de lui? Parce qu'on sait que c'était donc les studios à l'époque, donc les réalisateurs étaient parfois plus on va dire des yes-man d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, de son style, de sa manière de faire? Tu veux commencer, Robin? Vas-y. C'est vaste. C'est compliqué en même temps parce que c'est un réalisateur très discret, très réservé. Comme l'a dit Antoine, sa monographie est réservée au public nippon, effectivement. Celle de Kazuma Nozawa, spécialiste de Kenji Misumi. Un nouveau livre qui est paru cette année, il me semble, qui évidemment lui aussi n'est pas traduit, qui est vraiment un pavé assez épais, avec une belle couverture noire avec des corbeaux. Et donc en fait, c'est vrai qu'on n'a pas accès à beaucoup d'informations. Bon là, je reviens un peu sur la biographie là du coup, mais c'est vrai qu'on n'a pas accès à beaucoup d'informations sur Kenji Misumi. Donc moi, c'est vrai que pendant des années, j'ai dû procéder un peu façon puzzle éparpillé. J'ai rassemblé les pièces un petit peu une à une. Il y a la thèse d'Antoine doit être super intéressante. Il y a aussi un mémoire qui avait été écrit par Fabrice Arduini, dont je t'ai parlé une fois. Et lui, en fait, il s'était penché sur l'approche de Misumi au sein de la série ou saga Zatoichi, pour voir un peu ce qui différenciait ses films des autres.
Et c'est là qu'on voit qu'en fait, voilà, les Wildside, moi j'avais commencé justement à m'intéresser à Misumi à cette époque-là, puisque je bossais sur les programmes de complément. Et en fait, pour Fabrice, en fait, il ne faut pas le voir uniquement comme un technicien, mais plutôt comme un technicien qui essaye d'insuffler une forme d'émotion dans un matériau narratif qui, à la base, peut être très très typé, très même cliché, un petit peu, le héros solitaire, le vengeur, le yakuza, le samouraï. Et en fait, il essaye d'insuffler à sa manière une forme d'émotion qui est aussi liée à son histoire personnelle difficile, étant l'enfant d'une relation adultère, et donc le rapport au père, etc. Et donc en fait, on peut, si on regarde tous ces films, on peut arriver à un moment donné à lier l'esthétique à l'émotion, une forme de déchirement du personnage principal, et qui est juste mis en valeur par l'esthétique de Misumi, qui est avant tout quelqu'un de un peu, j'ai envie de dire un peu poético-macabre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'abstraction, c'est très abstrait parfois. Et il y a aussi des petites traces de bouddhisme, mais je pense que c'est plus emprunté que très personnel. Mais ça, il faudrait creuser encore plus profond. Antoine? Bah, oui, c'est intéressant. Après, sur l'approche esthétique, c'est toujours un petit peu difficile parce que, comme tu l'as dit, Robin, c'est un réalisateur de studio, donc on ne sait pas vraiment, il n'écrit pas ses scénarios. Donc, c'est qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter comme singularité au sein d'un genre où tout est très stéréotypé. C'est surtout les situations de rituels de violence, donc les situations de combat qui permettent de générer des petites singularités intérieures. Donc, lui, il va avoir une approche stylistique qui va être, comme tu l'as dit, très moderne, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'abstraction. Donc, ça va être expérimentation formelle au niveau du son, du cadrage, du montage, etc. Il va, entre guillemets, nous, en tant que chercheurs, analystes, on va se poser des questions de savoir est-ce que c'est lui vraiment qui amène ces trucs-là. Il travaille avec une grosse équipe technique où il y avait beaucoup de monde qui était à son service, etc. Donc, dans ce qu'on a entendu, c'est vrai que l'équipe technique disait qu'il était assez exigeant par rapport à ce travail-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une approche formelle et un gros plaisir esthétique au sein de ces films. Mais ça reste des films de genre avec des situations très stéréotypées, très répétitives. Et en plus, il a pratiqué la série avec Zatoichi, avec Baby Cart, etc. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile où voilà, les scénarios commencent à se répéter, c'est très cyclique, etc. Donc, pour une approche vraiment esthétique et en plus mis de côté avec une approche un peu monographique, c'est toujours délicat parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations de savoir est-ce que vraiment, par rapport à l'esprit du temps de l'époque, c'est-à-dire dans les années 60-70, est-ce qu'il y a une influence de l'époque plus une influence de sa monographie personnelle au sein d'un genre qui est très cadenassé dans un studio qui marche très bien, qui fournit évidemment beaucoup de succès à cette époque-là. C'est toujours un petit peu délicat pour nous, entre guillemets, de venir avec une approche esthétique et d'essayer de justifier des éléments formels par des approches autobiographiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde ces films, c'est beau, purée que c'est beau là. Je me suis revu, où est-ce qu'il est, celui-ci, le Shogun de l'ombre, hein, Zatoichi, le dernier qu'il a fait, si je dis pas de bêtises, c'est le 21e de la saga sur 26. Et il y a un plan, bon, moi ça m'a fait penser à du King Hood, c'est-à-dire où il est dans la forêt comme ça, où on voit les rayons de lumière qui passent, et lui il est au premier plan et pas en train de se battre avec ses combats magnifiques qui explosent comme ça du cinéma japonais que j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé ça juste beau, quoi. Et franchement, je me suis revu les films, en tout cas 2 de la trilogie du sabre, c'est où j'ai mis le coffret pour vous le montrer. Et encore une fois, il y a de l'esthétisme à l'état pur. Franchement, ce sont des films qui sont des films d'exploitation, ça je veux bien, surtout quand on rentre, comme on a dit, dans la saga Zatoichi, où il y a quand même des répétitions et tout. Mais comme on a dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est ça? Ok, c'est un débat, mais en tout cas, dans les films, quand on regarde ces films, il y a vraiment, je veux dire un truc, c'est qu'on n'a pas l'impression de regarder un film qui se fout de notre gueule, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose de beau, quoi, tout simplement. C'est bien fait, c'est beau, il y a des plans qui sont waouh. Bah. Non, mais enfin, si, on peut compléter. Non, mais c'est sûr qu'il y a des plans qui sont singuliers. Et moi, quand je m'étais lancé dans ce truc-là, c'est parce que, en fait, j'avais vu que chez ce cinéaste-là, la manière de filmer ces scènes stéréotypées de duel, je voyais qu'il y avait une approche formelle qui était très poussée. Donc, on prend un énorme plaisir esthétique, et c'est ce que tu viens de dire. Mais il faut quand même toujours essayer de voir
Parce que là, on pourrait comparer. Je sais que Romain a travaillé sur Hideo Gosha, et qu'est-ce qui pourrait différencier un rituel de mise à mort chez Gosha et chez Mizumi? Est-ce que Mizumi va un peu plus loin dans l'abstraction que Gosha? Quel type de violence? Est-ce que l'autre est plus dans une violence graphique, avec un gros travail audiovisuel abstrait, par rapport à Gosha qui serait peut-être dans une impression de réalité plus forte? Il faut voir les degrés sur un curseur esthétique, de savoir où est-ce qu'il pousse le bouchon. Et en fait, on voit qu'au sein des séries, ce n'est pas du tout les mêmes esthétiques à chaque fois. Entre un Zatoichi première période et un Zatoichi, celui que tu viens de citer, Shogun, etc., c'est le jour et la nuit. Et après, avec Baby Cars, c'est journée et la nuit. Et les films, la trilogie du sabre dans les années 60, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile de dire. Alors, moi, j'étais parti du principe, bah, ok, il a évolué, c'est-à-dire qu'en fonction peut-être de l'esprit du temps de l'époque, peut-être de sa vie personnelle, de ce qui se passait au Japon actuel, il y avait une évolution au sein de ces figures héroïques et qui passait par une esthétique particulière. Mais encore une fois, c'était des hypothèses et c'est rien n'est moins sûr. Ça dépend aussi, bien sûr, du matériau sur lequel il travaille. Comme l'a dit Antoine, il est au sein d'un système de studio qui fonctionne selon le principe de la rotation des réalisateurs pas seulement sur des séries, hein, mais voilà, il y a un certain nombre de films qui sont mis en place, écrits, produits, etc. Et donc après, on l'affecte à un certain nombre de réalisateurs qui sont hiérarchisés au sein du studio. Et donc lui, par exemple, il a gravi un peu les échelons du début des années 60 jusqu'à la fin des années 60 avec la chute du studio Daiei. Il a gravi certains échelons et il est devenu en quelque sorte un des réalisateurs préférés du PDG Masaichi Nagata. Et il y a une anecdote d'ailleurs assez révélatrice. Oui, Bob, je sais, j'ai prononcé le mot anecdote. Ah, d'accord. Mais... encore. C'est une joke entre nous. Dès que je prononce le mot anecdote, les oreilles changent. L'anecdotateur, le retour. Et donc, en fait, en 61, il réalise Shaka, Bouddha. Et donc, il y a la projection, oui, on l'avait évoqué. Il y a la projection à la Daiei. Donc, il y a Masaichi Nagata, le PDG, qui est là. Bon, c'est une anecdote assez connue, hein, je crois. Je crois qu'elle est racontée dans la monographie de Nozawa. Et donc, le film est projeté et les lumières se rallument et Nagata a l'air déçu. Parce qu'en fait, il s'attendait à un film, peut-être un chef-d'œuvre, un immense péplum bouddhique. Enfin, je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais en fait, il avait apparemment en tête un film de l'envergure d'un Mizoguchi ou d'un grand maître. Et il se retrouve avec un film, selon lui, qui est honnête, mais sans plus, qui est beau, mais voilà, qui n'est pas transcendant. Et donc, il a l'air déçu et il s'exprime devant Mizumi, il dit « Ah là là, si seulement Mizoguchi était encore vivant. » Et Mizumi, il a le masque et il est vexé. Et comme il n'a pas la langue dans sa poche, il dit « Oui, mais écoutez, vous m'avez confié ce film, mais moi, je ne suis pas un grand maître du cinéma de studio, je suis un shokunin, je suis un artisan. Donc, vous avez eu ce que vous vouliez. Vous ne pouvez pas demander un film de grand maître à un shokunin. » Et donc, voilà, en fait, c'est un artisan avant tout. Et c'est Kaneto Shindo qui disait que c'était l'artisan, c'est celui qui passe le balai aussi le matin ou le soir dans le studio pour enlever la poussière, nettoyer, etc., un coin de studio. Donc, c'est vraiment l'artisan, c'est pas l'auteur. C'est pas le cinéaste des murges qui fait ce qu'il veut, etc., etc. C'est pas un indépendant, il est dans un système de studio et il doit se débrouiller avec le matériau narratif qu'on lui donne. Il a certaines libertés, mais il est limité parce qu'il ne peut pas utiliser toute la pellicule qu'il veut, il doit filmer utile, il doit faire plaisir aux spectateurs, etc., etc. Donc, en fait, c'est là que ça devient intéressant. Et là on se rejoindra avec Antoine, c'est de voir ce qu'il arrive à infuser, à instiller dans ces matériaux un peu stéréotypés. Et comme ça dépend énormément aussi du matériau qu'on lui donne. Par exemple, si on prend Tuer en 1962, on sent que c'est un matériau qui lui convient parfaitement et sur lequel il peut poursuivre ses recherches esthétiques. Si on lui donne un film contemporain, il est moins à l'aise, je trouve. Si on lui donne un film féminin, il est très à l'aise, étonnamment. Namidagawa, 1967, il filme essentiellement des femmes, c'est un film très féminin. Ça lui a valu, c'est ce genre de film qui lui a valu le surnom de Petit Mizoguchi, justement, qui je pense qu'il ne le prenait pas trop mal.
Donc, petit Mizoguchi était capable de faire des films très féminins, très sensibles. Et Wakayama l'appelait, d'ailleurs, Wakayama de Baby Cart l'appelait féminin décadent, Misumi. Donc, ça veut certainement dire certaines choses, peut-être un peu confuses pour nous, mais le Wakayama l'appelait féminin décadent, et au début, il ne l'aimait pas. Il disait, c'est pas assez viril, c'est pas ce que je veux, disait Wakayama. Et donc, il y a plusieurs sensibilités, en fait. Et Nozawa aussi a essayé de faire passer ce message, en quelque sorte. On a l'image de Baby Cart avec les geysers de sang, les membres tranchés, etc. Mais Misumi, c'est une forme de poésie délicate qui met en valeur des relations compliquées, difficiles, avec souvent une forme de réserve, une difficulté à exprimer les émotions. Donc, c'est assez froid et il y a toujours l'émotion qui affleure. Ça, c'est très différent de Gosha. Du Gosha, il n'y a pas de réserve, on y va à fond. Et donc ça, c'est différent aussi. Il y a Gosha, c'est plus sale, c'est plus des films yabo en japonais, un peu sale, un peu voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc c'est différent. Et d'ailleurs, Gosha se rapproche un peu plus de Misumi dans la deuxième partie de sa carrière, quand il a justement un des chefs-op de Misumi, qui est Morita. Donc, il y a un enrobage esthétique très agréable chez Misumi, avec abstrait aussi parfois, parce qu'il y a un travail sur les décors. Antoine y reviendra, je pense. Et il y a aussi cette forme d'émotion qui est privilégiée dans les rapports paterno-filiaux, fils-père. Et ça, on le voit dans Tuer, on le voit dans pas mal de films, en fait. On le voit même dans Les Atoichi, bien sûr, on le voit dans Baby Cart. Voilà, c'est encore un peu confus ce que je dis, mais j'essaye de débroussailler dans ma tête. Moi, je vais juste rebondir sur deux choses. La première, c'est évidemment le fait qu'il ait travaillé dans beaucoup de genres différents et qu'il n'est légitimé dans, on va dire, dans la sphère cinéphile que pour ses films de sabre. Alors que là, tu as bien fait de le souligner sur ces, on va dire, mélodrames. Bon, ok, peut-être les films de monstres, etc., c'est moins diffusable, moins facile à voir, mais certains films de fantômes ou certains mélodrames sont assez faciles. Et du coup... ça, faut le dire. Et l'autre chose, là, pour continuer sur un peu la métaphore poétique, c'est que l'anecdote, là, je rebondis un peu, mais quand tu disais, oui, c'est pas un Mizoguchi, c'est pas un grand maître, il n'a pas ce côté-là, et c'est vrai que du coup, il a toujours été, ces personnages, on pourrait dire, ont toujours été un peu hantés par ces figures, donc, de père absent, de ne pas pouvoir être, une sorte d'idéal, etc. Il y a toujours cette quête un petit peu des origines vis-à-vis de la figure paternelle. Et c'est vrai que son cinéma est du coup, dans le film de sabre, est rempli de figures paternelles qui doivent incarner soit une domination charismatique, soit une domination légale, traditionnelle, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, il a peut-être un petit refoulé qui revient de temps en temps, et l'anecdote, du coup, pourrait être justifiée de manière un peu poétique. Mais du coup, je pense aussi pour évaluer son niveau, il faudrait le comparer avec d'autres de ses contemporains, duquel peut-être on parle moins, mais du coup, là, il faut faire vraiment l'archéologue, aller voir vraiment d'autres films un peu moins connus. Est-ce qu'il a une qualité dans ces films qui ressort par rapport aux autres? Mais moi, je trouve que, alors, c'est peut-être une généralité qui n'est pas totalement juste. Baby Cart, ça y est, mais c'est un peu plus enfoui. Mais il y a souvent un côté, je trouve, triste dans ces personnages. Dans ce que j'ai vu, moi, en tout cas. Bah, du coup, je peux y aller. Ouais. Non, mais oui, c'est triste parce que à chaque fois, de toute façon, c'est des héros modernes. Et de toute manière, la figure du samouraï, elle n'est pas très gaie. De base, c'est pas le westerner, hein, c'est pas un héros vainqueur. C'est très souvent des héros boiteux. C'est très souvent des gens qui ont des tares, qui sont maladroits, qui vivent avec des pertes, qui ont des deuils qui sont pas faits, etc. Et tout. Donc, on a souvent des personnages qui sont torturés, révoltés. Donc, c'est pas une figure très sublimée. Et souvent, évidemment, en plus, elle est affiliée à un destin tragique, avec des sacrifices et des idéaux qu'elle va vouloir transcender, qui ne vont pas fonctionner, etc. Donc, c'est vraiment pas une bonne ambiance, le Gengeki. Et encore plus dans les années 60, où ça avait commencé, hein, franchement, dès Kurosawa. On peut dire que la figure du Gengeki et la figure du samouraï, elle est sur la phase déclinante, et on est plutôt sur du morbide, du morose, du mélancolique. On n'est plus du tout sur le westerner héros vainqueur qui débarque et qui va rétablir l'ordre. Ce n'est pas du tout cette logique-là. Eux, ils essayent plutôt de s'élever, parce qu'il y a souvent du déclassement social dans leur trajectoire, donc ils essayent toujours de s'élever. Et le problème, c'est que comme c'est des héros modernes, leur activité, elle ne sert plus à rien dans le monde dans lequel ils sont. Et du coup, ils sont toujours en décalage. On a plus l'impression qu'ils jouent à être des anciens samouraïs tels qu'ils s'imaginent
que doit être le samouraï. Et ils sont placés dans des institutions qui sont politiques, qui sont très souvent corrompues, donc ça marche plus très bien. Et donc ils jouent avec leur sabre, ils jouent avec voilà, les valeurs traditionnelles du Bushido. Et en fait, tout ça, évidemment, c'est repris de manière idéologique pour que la fascination continue à perdurer. Et ils se font attraper par ce réel-là. Et finalement, ça les mène vers une fin tragique la plupart du temps. Et c'est le cas à chaque fois. Il y en a très peu dans ces héros à Mizumi qui vont regarder le réel. Peut-être celui qui regarde le plus le réel, c'est l'aveugle, c'est le masseur. Et lui, il va se mettre à distance. Mais que ce soit les personnages de Reizo Ishikawa, lui, il est attrapé tout le temps. Quel que soit le personnage qui joue dans n'importe quel film, il est attrapé par le réel et ça finit très mal. Et pour Baby Cart, pour le personnage d'Ito Ogami, lui, il est dans le réel, mais le réel, il est tellement décadent qu'il y participe à sa décadence-là et il ne fait que répéter la décadence. Donc en fait, c'est déprimant. C'est un cinéma qui est assez déprimant au niveau du film de ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Robin, mais c'est pas gay, quoi. Le film qui lui a valu, je crois, le plus de problèmes à la Daiei, parce qu'il y avait un regard quand même assez critique de Nagata et des cadres de la Daiei, c'est Tué en 62. Je pense que tu pourras y revenir. C'est un film. C'est pas un film. C'est purement un film de studio. Je veux dire, c'est pas un film extérieur fait de manière extérieure au studio, de manière indépendante, etc. C'est vraiment un film de studio, mais commandé à un scénariste extérieur qui travaillait souvent avec la Daiei, qui est Kaneto Shindo, qui est également réalisateur, et qui avait eu comme assistant d'ailleurs en 51 Misumi Kenji, donc voilà, se retrouvait de temps en temps. Et ce film, en fait, s'il lui a valu des problèmes, c'est qu'en fait, justement, il est peut-être trop décadent, on pourrait dire, par rapport au normatif, à la norme narrative des films de cette époque. Et si on regarde plus précisément dans le film, évidemment, c'est lugubre. En fait, on disait à une certaine époque que c'était le premier film psychanalytique du samouraï. Tué. C'est un film qui essaye de faire ressortir vraiment tout ce qui hante le personnage principal. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine, il y a une scène, par exemple, qui m'avait beaucoup marqué. On ne voit pas énormément, je trouve, dans les films de samouraï, où le personnage est en train de boire du saké. Et on sent que plus il boit, plus il est emporté par ses souvenirs traumatiques. Il a vu des femmes mourir autour de lui, etc. Et on sent qu'il pourrait vraiment s'autodétruire à ce moment-là dans la scène, en buvant, en s'écroulant, etc. Et on sent toute la fragilité du personnage. Et voilà, on n'est plus du tout à ce moment-là, on n'est vraiment pas dans le héros fort, sauveur, le maître de sable, le Kengo. On est vraiment dans un personnage traumatisé, très affecté, etc. Et donc, je crois que le ton très sombre du film lui a valu des problèmes vraiment, surtout ça ne correspondait pas à ce qui était attendu, j'imagine. Et par contre, c'est révélateur de savoir que le film a beaucoup marqué un certain public, notamment jeune. Parce que les jeunes spectateurs de l'époque étaient sans doute justement beaucoup plus réactifs à ce genre de film, plus fouillés psychologiquement, un peu étonnant, un peu surprenant que les films toujours de série. Et donc apparemment, ça a marqué un jeune public et certains ont voulu justement venir à la Daiei quelques années plus tard pour travailler au sein du studio Daiei en disant que ce film Tué de Misumi les avait beaucoup marqués. Donc si on peut revenir un peu plus dans le détail sur l'histoire de Tué, mais je vais passer la parole à Antoine. Oui. Ouais, juste par rapport à en fait, tous les films avec Reizo Ishikawa, donc il y a 14 collaborations. Et à chaque fois, les films que j'ai pu voir, c'est toujours la même chose. C'est qu'il est attrapé. Et en fait, on est dans des films où l'impression de réalité est forte parce que pour l'époque, les années 60, ça passait par la subjectivité du personnage. Donc en fait, tu es toujours du point de vue du personnage. Et donc, il te fait rentrer dans des espaces hallucinés. Et comme tu es avec un héros qui a une technique du corps jeune, avec une technique du corps aristocrate, un petit peu androgyne, qui est liée à l'acteur Reizo Ishikawa, etc., en fait, tu as une innocence. Donc, tu as un personnage jeune qui débarque dans un univers où il y a des règles qui reposent sur les anciennes règles traditionnelles du Bushido, etc. Mais on est soit à des époques contemporaines, soit à des époques déjà très avancées.
Et du coup, en fait, il voit ça, il est fasciné par ces aspects-là. Donc, il va être fasciné par le sabre, et il suffit de prendre le passage du Grand Bouddha ou le sabre, voilà, ce que tu montres là, etc. Donc, il y a cette fascination, mais c'est une fascination morbide. Parce que derrière, en fait, c'est des valeurs, c'est artificiel. Et le cinéma de Mizumi, il déconstruit, enfin plutôt, il va montrer que tout le Bushido, c'est une construction culturelle. Et qu'en gros, c'est des choses qui servent soit idéologiquement à prouver que voilà, il faut repousser la modernité occidentale, soit repousser l'empereur quand il viendra avec sa modernité occidentale, etc. Ça sert à ça, ça sert en fait à promulguer une certaine idéologie derrière des valeurs qui sont supposées, mais elles ne sont pas naturelles et légitimes, être loyauté, etc. etc. C'est toujours un petit peu la même stratégie. Pour nous, c'est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans un monde de cauchemar quand on est avec Rezo Ishikawa, parce qu'on est avec un jeune. Et on le verra par la suite, quand son héros et son acteur vieillit, ça change. Et donc, ce que j'avais essayé de démontrer, mais là, j'en suis pas sûr, mais c'est de savoir est-ce que il commence avec un héros, entre guillemets, naïf, jeune, parce que peut-être lui-même est plus jeune et un petit peu déçu de voir ce qu'on peut faire de ces valeurs de samouraï et du Bushido. Et puis après, il s'en détachera de manière très forte dans Satoshi, puis très loin avec Baby Cart. Mais voilà, c'était juste pour rebondir sur ce côté innocent et fragile du jeune acteur Rezo Ishikawa dans ses premiers films. Et c'est vrai que comme l'acteur meurt jeune à 38 ans, c'est vrai que en plus, ça confirme cette destinée tragique de ce héros un peu aristocrate, samouraï, etc. Voilà, c'était une petite remarque. Trop bien. Tout à l'heure, je dis ça pour rebondir, parce que Robin t'a dit qu'il y avait une histoire sur l'utilisation des décors. Oui, le décor le plus emblématique, c'est le col du Grand Bouddha. Sachant que les cols, ce genre de col, en fait, c'est symbolique. C'est une frontière, une lisière entre deux mondes. Un monde de l'élévation et un monde du réel, on pourrait dire. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir la manière dont, par exemple, dans Tuer, il met en scène il chorégraphie, comment dire, il élabore les décors, des plans et des scènes qui se passent sur un col, comme ça. Avec, donc, par exemple, il y a un personnage qui va être contre le ciel, de manière un peu plus abstraite, il y a un personnage qui va être plus vers la forêt, où c'est rattaché au monde, on pourrait dire, d'en bas, etc. Et j'avais analysé ça dans un texte, mais là, j'essaie de retrouver les bribes de ça. Et donc, il faut vraiment le voir, je pense, visuellement, pour se rendre compte. Souvent, l'espace est découpé, mais c'est symbolique avant tout. C'est, comment dire, c'est le monde du samouraï, c'est souvent le monde du shuraba. Donc, c'est le monde du chaos guerrier, de l'enfer guerrier, etc. Ça tire vers le bas. Un monde sanglant, un monde de répétition, un monde de karma négatif. Et plus on s'élève, en fait, ils le disent d'ailleurs, il y a un personnage qui le dit dans le col du Grand Bouddha, plus on s'élève, en fait, plus on va vers un monde justement qui s'extrait du shuraba, du chaos guerrier, et qui va vers l'élévation spirituelle. Et donc, en fait, le personnage dont tu es, en fait, il est sur ce col, mais il reçoit un sabre. Donc, il va redescendre, parce que le personnage, quand il reçoit un sabre dans ce genre d'histoire, il va s'en servir évidemment pour tuer, il va devenir un super sabreur, un super tueur, il va décimer des dizaines et des dizaines d'adversaires, mais ça va le tirer vers le bas. Le personnage qui arrive à échapper à ça, de manière aussi là, très artistique, c'est dans le film de 1965, dans Kenki. Et là, en fait, le personnage, lui, de manière fantastique, parce que vraiment, en dehors du réel, est capable de se construire son propre paradis avec ses fleurs, etc. Il est capable, en fait, de se tenir à sa propre vision de la beauté dans un monde qui n'a rien de séduisant, n'a rien de beau, qui est un monde utilitariste. Et il est capable de s'abîmer dans ce monde de beauté intérieure, en fait. Et il est capable de disparaître dans ce monde à la fin du film. Et alors ça, c'était une fin assez osée. Le fait que le personnage disparaît littéralement dans le monde qu'il est lui-même capable de se créer, un monde de fleurs, de couleurs, etc., un monde de beauté que les samouraïs regardent avec méfiance et ils écrasent les fleurs, etc. Parce que ça vient de lui, ce qui est un personnage vraiment venu d'en bas, de basse excroissance. Mais il est capable de se créer son propre paradis. Et donc ça, c'est voilà, en fait, il y a toujours
dans les décors, il y a toujours un peu ce discours sur l'élévation et la chute. Et il y a aussi, bien sûr, il y a un travail sur la greffe d'éléments de décor factices et symboliques dans un vrai décor. Il y a aussi ça, il y a un dialogue entre les décors réels et les décors de studio. Par exemple, il y a des combats qui vont se passer dans un décor un peu aride, sec, avec des faux troncs d'arbres noircis ou desséchés, sans aucune feuille, etc., avec des branches complètement rabougries, etc. Et ça, c'est très symbolique aussi, mais ça vient beaucoup de Naito, Akira, le chef décorateur, qui était vraiment le binôme parfait de Misumi, en fait. Quand ils se sont rencontrés, ils ont commencé à sympathiser autour des sempiternelles tasses de café de Misumi parce qu'ils ne buvaient pas d'alcool. Ils ont commencé à discuter un peu de choses qu'ils avaient envie de faire. Et en fait, essentiellement, ce qu'ils voulaient, c'était sortir du star system. C'était leur envie à tous les deux. Pas que eux deux d'ailleurs. Hein, beaucoup voulaient s'extraire du star system. Ce travail cyclique permanent, il faut mettre une star en vedette avec un beau maquillage, etc. Et ils voulaient justement travailler sur des choses qui les avaient influencés étant plus jeunes, que ce soit l'expressionnisme allemand, que ce soit la beauté du cinéma français des années 40, avec certaines techniques de montage, de surimpression. Par exemple, le réalisateur du 4e Baby Cart, ils avaient été influencés, je crois, par un film de Abel Gans. Donc, ils voulaient reproduire une technique d'un film de Abel Gans dans le film Baby Cart, numéro 4, etc., etc. Et donc, ça plaisait pas du tout au cadre des studios parce qu'en fait, toute expérimentation va rallonger les temps de tournage, les délais. Il faut des cadences rapides. Mais eux, voilà, ils avaient envie de se faire plaisir. Il y avait une recherche, bien sûr, de sens, certainement, de symboles, etc. Ils avaient envie de se faire plaisir, de sortir du star system, d'arrêter de filmer avec l'acteur avec le beau maquillage blanc. Donc, on voit que ça évolue beaucoup avec Zatoichi, par exemple, parce que là, c'est l'anti-kabuki, ce genre de film, les Zatoichi. Kabuki, c'est-à-dire la beauté traditionnelle, le beau costume, etc. Donc, que ce soit la Toei, la Daiei, ils avaient envie de sortir de ça et d'aller vers justement un peu plus de réalisme et aussi une recherche visuelle qui parfois les emmenait vers l'abstraction qu'on a déjà évoqué et qui est visible dans certains plans de décors, etc. Et avec des personnages aussi qui soient fragiles. C'est-à-dire, si on parle de Baby Cart, bien sûr, le personnage est fragile intrinsèquement parce qu'il a un enfant qui voyage avec un enfant et qui doit parfois protéger cet enfant, etc. Donc, c'est un tueur fragilisé et aussi fragilisé intérieurement parce qu'il a perdu sa famille, etc. Il a été manipulé. Et les personnages de Misumi, ce sont des personnages de basse extraction, souvent adultères, aux origines incertaines. La figure du père absent, alors ça, c'est une constante dans les années 60. La figure du père absent, c'est un thème qui touche toute la société d'après-guerre. C'est un thème qui touche aussi Mishima, qui lui aussi est à la recherche d'un père de substitution parce qu'il a perdu l'empereur après la guerre, etc. C'est une génération un peu d'orphelins, en quelque sorte, d'enfants laissés à eux-mêmes après la guerre et qui ont dû reconstruire beaucoup de choses. Et on sent qu'en fait, ils ont besoin aussi de vivre avec le cinéma, de raconter des histoires pour justement se reconstruire intérieurement. Et je pense que c'est le cas de Misumi, c'est le cas de Gosha, c'est le cas de Fukasaku. En fait, à travers le cinéma, ils travaillent sur les fantômes qui les hantent depuis l'après-guerre. Ouais, je suis un peu, je mets plein de choses, mais je crois qu'il y a de ça. Bonjour. Ça et ça. Moi, je veux juste rebondir. Alors, juste une petite parenthèse, je n'ai pas montré la couverture du 4e Baby Cart parce qu'il y a une personne dénudée, une femme, et on est sur YouTube et on risque de se faire taper dessus. Voilà. C'est grave. Hein. Oui, rigole pas, il y a des chaînes qui sont fermées rien que pour ça. Fait que qu'elle saute d'un coup. Ouais. Alors, vas-y Antoine. Je la ferme. Oui, juste pour rebondir sur les décors naturels et ou du corps de studio, mais la place de la nature, où tu disais que ça a une grosse influence sur la psyché du personnage. Et c'est vrai que dans le passage du Grand Bouddha, mais comme tu le sais, c'est une adaptation qui a été faite par à peu près tous les cinéastes japonais. Et du coup, ce rapport entre la descente passe souvent par une partie qui est la forêt. Et la forêt a une symbolique très importante dans le côté sauvagerie barbare. Il y a souvent un moment clé dans un film de Misumi, mais même d'autres, où il y a ce passage en forêt, ils sont agressés par des ombres et d'autres guerriers, et là, il y a l'explosion de violence. Et c'est souvent suite à la récupération du fameux sabre
qui est évidemment symbole de pulsion de mort. Et à ce moment-là, on sent que le héros bascule au sein de ce décor-là, en dehors de la civilisation. La nature sauvage, un petit peu, fait que voilà, on plonge dans autre chose à partir de ce moment-là. Et du coup, le décor, comme tu disais, avec son directeur artistique avec qui il travaille, c'est une grosse importance. Je dirais, peut-être que je vais dire une bêtise, mais le sabre comme symbole d'émancipation, de prise de pouvoir guerrière, mais aussi du coup comme un premier pas sur la voie de la folie. De sa perte, quoi, on va dire. Bah, c'est la folie furieuse, hein. C'est cathartique pour les Japonais et puis pour tous. C'est qu'en gros, il y a tellement de normes civilisationnelles, culturelles qui pèsent sur eux que regarder un Shambarin, regarder un Gengeki, bah, c'est une pulsion libératrice. Tu dis, il y a un personnage qui a une fureur à contrôler. D'un coup, il est libéré de toutes les normes de comportement, de civisme qu'il doit avoir. Et ça, c'est évidemment très cathartique. Et aussi, cette pulsion de mort, voilà, elle génère ce sentiment-là, quoi. Et la libération, l'émancipation. Et aussi, évidemment, on peut y prêter des interprétations à caractère psychanalytique, etc. Et tout. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc sur... voilà, il y a une pression sur la honte par rapport aux idéaux de l'honneur et de la loyauté, cette peur-là. Et du coup, le fait de se libérer par une violence qui est évidemment très destructrice, très morbide, etc., ça joue beaucoup sur ce rapport-là. Et j'ai l'impression, dit comme ça, que c'est aussi très, en tout cas dans l'image qu'on a du Japon, c'est-à-dire ce pays qui est très, très carré sur tous les points, puis poum, il y a des excès qui explosent. Donc d'un côté, et aussi, je dirais, dans la forme du cinéma japonais, qui lui-même est très posé la plupart du temps. C'est un cinéma qui est calme, comme ça, esthétique et tout. Et puis il y a des excès de violence, comme ça, qui arrivent et qui repartent presque. Oui, c'est dur. Vas-y. Non, mais je pense que là, il y a plusieurs choses, hein. Il y a vraiment aussi, il y a toute la tradition théâtrale, c'est-à-dire que de toute manière, ils sont dans des techniques du corps qui sont théâtrales parce que l'héritage japonais est avant tout théâtral. Donc ça, c'est la première base. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai pas compris qu'est-ce qui a été arrivé. Non, rien. Il y a Anne-Fou qui fait un don à la chaîne de 12 €. Alors comme ça m'arrive rarement, je suis obligé de le mettre en avant et de le remercier de tout mon cœur. Ça me permettra d'halluciner. Voilà. Et du coup, c'est vrai que rien que ça, en fait, ça pose un problème pour notre culture visuelle occidentale. C'est-à-dire que rien de regarder un film japonais, il y a déjà cette exigence parce que les techniques du corps peuvent paraître théâtrales à impression de réalité faible. Et donc, ça augmente ce côté rigidité, fixité, etc. Et en plus, la tradition du kabuki, la manière de se comporter sur une scène de théâtre avec la gestuelle du kendo, etc., tout ça fait très ritualisé, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a une énorme fixité. Et ils gagnent cette libération-là parce que les techniques de combat sont dans le jaillissement. Et évidemment, à chaque fois, à ce moment-là, c'est souvent des jaillissements très brefs et tout de suite, on redevient très théâtral derrière. Donc, il y a cette dialectique-là qui se met en place très souvent dans les rituels de mise à mort, mais même dans les activités du quotidien, quoi. Chose qu'évidemment Sergio Leone a repris à merveille dans ses westerns, alors que le western pourrait être beaucoup plus actif, on va dire. C'est intéressant qu'il ait repris ça, ce principe-là. Et si je pense à Leone, c'est pas juste parce que c'est facile d'en parler, c'est parce que ce côté je m'arme, donc je deviens puissant, et puis c'est le chemin de ma perte, me rappelle un de mes westerns italiens préférés, qui est Le Dernier Jour de la colère. Voilà. Le glisser, c'était gratuit. Voilà. Il y a un terme qui revient dans, je crois que c'est dans Tuer, c'est jaken. Pardon pour la prononciation, jaken. C'est un adjectif donc japonais qui veut dire déformé, pervers, cruel aussi. Et donc ça, c'est associé au sabre. Et donc voilà, à chaque fois que le personnage a un sabre, on sait qu'il va y avoir quelque chose de... Son âme va se déformer. Et la lame est souvent ébréchée, ce qui est aussi symbolique. La lame est hantée. Bon, ça, c'est un peu, comment dire, ça fait partie un peu des clichés du Jidaigeki. Ça fait partie... on retrouve ça chez Tange Sazen aussi, qui est en fait dans une histoire originelle qui est possédée par un double sable, je crois. Et c'est l'origine en fait de son bras coupé, ce qui a été changé dans certains films où il est manipulé par son clan et il se fait trancher, etc., le bras. Mais donc il y a toujours le rapport très pulsion de mort, et autodestruction au sabre, et on trouve ça dans Tuer notamment. Voilà.
Et ça, c'est une grosse différence avec le western, c'est qu'il n'y a pas cette vision-là morbide de l'objet qui délivre la mort. Et c'est vrai que ça habite. Et puis, c'est dès le début, hein, c'est pas forcément lié qu'aux années 50, 60, c'est très tôt dans le cinéma du Gengeki, il y a ce rapport à la violence, et les personnages sont marginaux, à la marge, le fait d'utiliser cette violence-là, etc. Donc, c'est un truc qui les suit depuis très longtemps, quoi. Et qui est originel, c'est qu'en vrai, il y a eu un petit problème, c'était par rapport à la littérature japonaise, c'est que la moralité sur les valeurs du Bushido, elle est hyper tardive dans la construction du samouraï. Et avant, les samouraïs, c'était des êtres barbares qui travaillaient pour, entre guillemets, le seigneur avec qui ils avaient affiliation et tout. Mais sinon, c'est à partir du XIVe siècle où on commence à prêter des valeurs morales, où on construit cette idée du Bushido, etc. Et là, on lui prête du confucianisme, du bouddhisme, etc. à l'intérieur, et ça devient un archétype héroïque ultra valeureux, ultra guerrier, ultra héroïque, etc. Alors qu'en fait, on voit bien que ça a toujours été un héros boiteux, hyper barbare. Dès que tu lui donnes une arme, il a un pouvoir et c'est pas maîtrisé, etc. Donc ça, c'est vraiment une logique très différente par rapport au western. Ouais. Mais justement, d'ailleurs, bon, là, tu as expliqué une partie, mais justement, comment expliquer que justement, alors qu'en Occident, on adore glorifier le samouraï et tout, je vous parlerai pas d'un film qui a un titre à peu près comme celui-là, qui glorifiait le samouraï, alors que les Japonais eux-mêmes, quand ils en font, ils le massacrent. Je me souviens que j'avais une discussion à l'époque sur un forum d'arts martiaux, et le mec, il disait, ouais, c'est n'importe quoi, ils veulent tuer leur passé, machin. J'étais, voilà, calme-toi. Calme-toi. Non, non, j'irai pas jusque-là. C'est plus nuancé, c'est peut-être plus nuancé que ça. En fait, si on interviewe Koike, par exemple, il y a des cinéastes en fait qui travaillent de manière plus frontale le rapport à la culture samouraï parce qu'ils sont eux-mêmes issus soit de grands-parents samouraïs ou de familles liées à des fiefs samouraïs, souvent d'ailleurs du sud, Choshu. Ce qui est évidemment, le Japon, c'est aussi l'histoire des perdants contre les gagnants. Hein. C'est les clans perdants contre le clan central, avec ses clans affiliés qui essayent de ruiner les clans extérieurs, les plus provinciaux, etc. C'est des rapports de force vraiment très, très durs, d'une grande cruauté, on peut le dire, avec des systèmes très, très, très mécaniques presque pour soumettre les clans qui pourraient éventuellement être dissidents et qui ont été vaincus dans telle ou telle guerre. Comme le Sankin Kotai, par exemple, qui ensuite donne lieu au commerce de la prostitution. Enfin, il y a des choses très sombres. Mais quand on questionne Koike, donc le créateur de Baby Cart, il dit en fait, il y a plusieurs archétypes et qui sont issus de la réalité samouraï, entre guillemets. Il y a le samouraï humaniste, il y a le samouraï homme de lettres, comme Miyamoto Musashi, qui était aussi un créateur de jardin, un paysagiste. Si on prend par exemple Miyamoto Musashi, c'est un personnage indépendant, un shu gyosha, comme on dit, donc un personnage qui apprend la voie du sabre de manière indépendante, nomade un peu, en se déplaçant dans le Japon, et qui va défier des maîtres de sabre, des combattants, etc., mais qui est cultivé, qui se cultive, qui apprend divers arts, et qui a même été paysagiste, par exemple. Ça m'a fait penser, par exemple, au personnage de Kenki, de Misumi, qui apprend à créer des parterres de fleurs, voilà, qui apprend dans un monde qui n'a rien de beau, en fait, autour de lui, où il est constamment ostracisé, il apprend à créer la beauté. C'est ça qui est fascinant dans ce film, en fait, c'est que lui, il poursuit sa voie, il est capable de tuer 40 adversaires avec son sabre, de manière autodidacte, qui n'a rien de réaliste, mais il continue à créer des fleurs. Ça, je trouve ça un peu étonnant, mais c'est issu, en fait, il y a une forme d'ironie aussi dans ces récits, bien sûr. Si on prend, par exemple, Koike disait, il y a le samouraï humaniste, il y a le samouraï tueur, il y a le samouraï homme de lettres, il y a plusieurs sortes de samouraïs. Et évidemment, quand on fait du cinéma, c'est plus difficile de créer quelque chose de commercial, on va dire, peut-être avec un samouraï humaniste. Par exemple, il y a parfois des dialogues entre des samouraïs sauvages, entre guillemets sauvages, combattants très forts au sabre, et les samouraïs humanistes. Il y a des films qui explorent ce dialogue spécifiquement. Et donc là, l'intérêt naît du contraste entre ces deux formes de samouraï. Si on prend par exemple le créateur du récit
littéraire tué, c'est Renzaburo Shibata. Et Renzaburo Shibata, c'est quelqu'un qui a une vision, à la base, très très sombre du samouraï. Pourquoi il a une vision sombre? Parce qu'en fait, lui, il est dans l'héritage de cette culture samouraï. Il dit, voilà ce qu'ils nous ont laissé après la guerre. C'est la destruction. Quoi. Ils sont arrivés à une forme d'autodestruction totale. La société a été rasée. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage samouraï? Quelle relation on doit avoir à cet héritage samouraï? Et lui, il dit, en fait, fondamentalement, c'est pas la question du samouraï, c'est aussi la question de la nature humaine profonde. Donc, Shibata, par exemple, il dit la nature humaine est duplice, de toute manière. Et moi, j'ai toujours vu ça, et il dit, voilà, donc le naturel humain, c'est la duplicité, donc c'est la cruauté, et donc ils vont travailler sur ces choses-là un peu nihilistes, de manière très précise dans leur récit. Et après, évidemment, quand les cinéastes récupèrent ça, ils sont limités par le cinéma de studio, ils ne peuvent pas aller vraiment dans une forme de cruauté totale. Et certains y arrivent, parfois, de manière... Un geyser de sang, là, ils y arrivent de manière ponctuelle. Et on peut penser à des films de la Toei ou de la Daiei qui sont d'une cruauté incroyable ou très lugubre. C'est le cas un petit peu de Tuer, c'est le cas d'autres films, évidemment, et Baby Cart étant l'apothéose sanglante du cinéma samouraï. Voilà. Mais en fait, juste pour dire qu'il y a effectivement, il y a des archétypes dans le cinéma samouraï, et donc il n'y a pas que des samouraïs tueurs. C'est ce que disait Koike, en fait. En fait, il disait que s'il a créé Baby Cart, c'est pas fondamentalement pour montrer un samouraï qui soit très fort au sabre. Ça, c'est une donnée du Kengeki, comme dit Antoine. Mais lui, ce qui l'intéresse, Koike, de manière plus souterraine, et parce que ça remonte à la surface petit à petit dans les films, c'est le rapport père-enfant. Voilà. Et pourquoi le rapport père-enfant? Ça n'a pas grand-chose à voir avec le samouraï non plus, ou alors de manière un peu indirecte. C'est qu'en fait, la société d'après-guerre, justement, encore une fois, est une société où les relations père-fils sont très difficiles, parce que le père, justement, représente un héritage qui a amené la société à sa décadence totale. Et donc, le fils est souvent en réaction par rapport à ça, en rébellion, et peut sombrer à son tour, lui aussi, parfois, dans le nihilisme. Et donc, voilà, c'est très rare, effectivement, comme disait Antoine, d'avoir des personnages qui arrivent à s'extraire de tout ça, et qui soient en quelque sorte des samouraïs rescapés de tout ça, en paix avec eux-mêmes. Et donc, il y en a parfois, mais pas beaucoup, effectivement. Mais je pense que voilà, il n'y a pas que des samouraïs, bien sûr, sanglants, assoiffés de sang et possédés par leur sabre. Voilà, mais ça fait partie d'une forme de récit qui réfléchit effectivement le rapport à la violence qui est arrivée à son paroxysme pendant la Seconde Guerre mondiale. Je profite pour dire que personnellement, je préfère des films justement parce que, comme tu as dit, la plupart des films desquels on parle, ce sont quand même des films très, très humains, dans le sens où les parts sombres de l'être humain, quoi, capable un peu de tout. Et personnellement, alors je vais peut-être me faire jeter des tomates pour rester poli, des pierres, ou pire encore, par exemple, il a reçu l'Oscar, c'est donc le premier de la trilogie Samouraï, donc Miyamoto Musashi. J'aime moins, perso. Ça me parle moins. Même si je reconnais l'esthétisme, la musique qui est incroyable et tout ce qu'on veut, j'aime moins. Moi, je suis plus. J'aime bien un personnage un peu sombre dans ce sujet-là. Là, j'ai pas mal. J'ai pris des notes. Je me suis dit, là, ça va contre-attaquer, là. Comme un étudiant, quoi. Non, mais il y a plein de choses intéressantes. Déjà, quand tu parlais des guerres de clans, etc., il faut savoir que là, déjà, le samouraï, même par rapport aux westerners américains, il y a une temporalité historique qui est très importante. Même si dans certains films, ils essayent de créer de l'intemporalité, et c'est vrai que ça joue dans Zatoichi, par exemple, ou dans Baby Cart, mais la plupart du temps, Rezo Ishikawa ou même chez Hideo Gosha, la temporalité historique, donc le temps qui progresse de manière linéaire, donc prendre en considération le contexte, les guerres de clans, etc., c'est très important. Ce qui peut rendre exigeant de regarder un film japonais si on n'a pas ce petit bagage culturel par rapport aux guerres de clans, qui est pro-shogun, qui est pro-impériaux, etc. et tout. C'est souvent des trucs de corruption, et souvent, du coup, notre héros, il ne sait pas vraiment chez qui aller, parce que les deux vendent à peu près les mêmes valeurs du Bushido, et donc lequel aurait plus raison, et là, ça pose problème. Ça, c'est un premier point, le problème de temporalité. Le deuxième point sur le héros humaniste dont tu as parlé, avec nous, ce serait plutôt pour moi la période Zatoichi. C'est-à-dire que le premier, avec Ishikawa, on est sur l'observateur halluciné. Le monde, on n'y croit pas vraiment parce qu'on n'est que de son point de vue, et on sent qu'il est un peu trop fasciné trop fragile et fasciné. Avec Baby Cart,
il est trop en accord et le monde est trop décadent. Alors qu'avec Zatoichi, on a un héros qui à la fois veut encore faire preuve de justice, essayer d'aider la veuve et l'orphelin quand il peut, etc. Mais il se rend compte que de toute manière, cette petite aide, ça ne change pas grand-chose, donc il repart et il répète, etc. Mais là, on touche un héros humaniste au début. Après, sur le côté Makam morbide, on pouvait citer Kobayashi. Quand Kobayashi touche au Gengeki, il va dans cette dimension nihiliste, extrêmement déprimante, etc. et anti-spectaculaire. Alors que là, pour nous, Baby Cart, et c'est vrai qu'on aime bien aussi ce plaisir spectaculaire, c'est vrai que ça génère à la fois cette réflexion, on va dire, nihiliste, et en plus une dimension spectaculaire. Et enfin, sur la mauvaise presse post-45, est-ce que ce n'est pas lié par rapport à la Seconde Guerre mondiale, au kamikaze, et à cette idéologie vendue par l'État pour le sacrifice de la nation, sur le dire, voilà, on va utiliser l'honneur et la loyauté du samouraï pour, évidemment, renforcer l'unité nationale, etc. Et du coup, la mauvaise presse post-45, c'est de ces cinéastes des années 60, viendrait peut-être de là, je ne sais pas. Et sur Musashi Miyamoto, c'est vrai qu'il a été malheureusement peut-être, et c'est pour ça peut-être que tu aimes moins le film, c'est qu'ils en ont fait une figure solaire. Ils en ont fait un héros qui rétablit la justice, etc., qui a encore une activité dans le monde normal qui est positive, et il va améliorer le monde par son activité, etc. Alors que sa trajectoire, elle n'était pas uniquement comme ça, même si lui, il a théorisé avec des concepts moraux, avec des concepts d'entraînement, etc., le Gorinosho, etc. Il a essayé de théoriser sa pratique et tout. Et du coup, ça a créé cette mythologie en mode « Ah ouais, je peux devenir samouraï, je peux continuer à pratiquer. » Et puis en plus, c'est une pratique aussi zen, bouddhique, etc., détachement des choses, etc. Donc, son personnage, c'est comme tous les mythes, hein, on pourrait prendre Jesse James ailleurs et tout ça, c'est construit par des discours, et ce discours-là, il peut être favorisé une dimension de héros solaire, et c'est vrai que ces adaptations ont été plutôt sur le héros solaire pour en faire une figure d'un héros populiste, quoi. Et donc, il sort de cette idée de Gengeki avec ses héros et ses trajectoires de boiteux. Donc voilà, les 4 points que je voulais relever. Mais à part la trilogie, il y a une autre adaptation, j'oublie toujours le réalisateur, pourtant il est connu, celle en 6 films, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Tomoshida. Voilà, qui, elle, par contre, je la trouve bien meilleure que celle avec de Inagaki, ouais. Parce que Tomo Uchida a fait quelque chose de très très osé dans son adaptation. Il a laissé, entre guillemets, il a laissé son héros tuer un enfant dans l'un des films. Ça, c'était très très très... En fait, je ne crois pas que ce soit dans le roman de Yoshikawa Eiji. Et c'est très compliqué de faire ça dans une adaptation parce que quand c'est un roman très connu au Japon, il faut avoir vraiment l'accord du romancier. On ne peut pas faire ce qu'on veut il faut être fidèle au roman. Mais si on prend ce genre de récit assez sombre, c'est vrai que les Tomo Uchida sont très sombres, mais en fait le berceau, le berceau du nihilisme samouraï, ça reste quand même le col du grand Bouddha là que j'ai un trou de mémoire sur le nom de l'auteur, aide-moi Antoine. Ah, c'est Nakazato Kaizen. Nakazato Kaizen, roman. Donc, là, tous les codes sont là à peu près. Et moi, pour ma part, hein, je trouve que les films des années 60 sont un peu du nihilisme peut-être de pacotille, en quelque sorte. Enfin, c'est du nihilisme un peu artificiel. C'est pas le nihilisme des premiers récits des années 20, 30. Je trouve, voilà, c'est plus du nihilisme décadent, si on peut dire, mais ça convient très bien à Misumi. Je pense pas que Misumi soit, je pense pas qu'il soit à 100% dans la déconstruction de la figure samouraï, mais ça en fait partie. Mais là, je suis en train de m'égarer, mais en fait, on était en train de parler des aspects sombres. Donc, si on prend vraiment le col du grand Bouddha de Nakazato Kaizen, vraiment, on a quelque chose de très, très, très sombre. Et ce qui m'a étonné, c'est quand les Japonais, après la guerre, ont voulu refaire des Jidaigeki, parce que les Jidaigeki, les films de samouraï, les films en costume étaient interdits peu ou prou grosso modo jusqu'en 1952. Et quand les premiers studios ont voulu refaire des films de sabre, ils sont allés tout de suite vers le col du grand Bouddha. Donc, par exemple, on voit je crois en 1900, je ne sais plus si c'est en 48, 50 ou 51, je crois qu'il y a la Shochiku qui soumet peut-être 48, qui soumet le col du grand Bouddha. Donc, les autorités américaines refusent, disent non, le personnage est trop décadent, et c'est un égoïste.
J'aime bien ça. C'est un égoïste samouraï. Il ne pense qu'à lui. Il n'est pas assez démocratique. Et puis, en 51, il y a la Toei qui resoumet le col du Grand Bouddha aux autorités américaines. Et les autorités disent « Ah non, 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 toujours pas ». Et alors la Toei, ils se disent « Mais pourquoi ils ne veulent pas ?» Pourtant, d'accord, c'est nihiliste, c'est très sombre, mais quand même, c'est notre culture, quoi. On voit, en fait, les Japonais aiment bien travailler ces figures en fait, qui les ont marquées. Bien sûr, Misumi aussi, il la travaille à travers ce qu'on appelle la trilogie du sabre, avec Kiryu, Kenki et le sabre. Bien sûr qu'il travaille aussi cette forme de nihilisme face à un monde décadent. Mais on peut pas nier, par exemple, qu'un Kobayashi, quand il fait Harakiri, il y a quand même la référence à la guerre mondiale. Donc, il y a aussi, je pense, ce côté rejet des valeurs traditionnelles suite à la guerre, puisque ces valeurs traditionnelles, on va dire, les ont menées à se faire marave. Moi, personnellement, ce qui me touche plus chez Misumi, ça va être dans le cadre d'un Jidai Mono, d'un Jidai Geki, d'un film de sabre, d'un film de samouraï. Ça va être en fait les fêlures intérieures. Moi, je pense que c'est ce qui nous touche en fait. C'est l'idée de Koike aussi d'avoir un personnage qui ne soit pas un héros sauveur, parce que ces héros sauveurs ont disparu symboliquement avec la Seconde Guerre mondiale au Japon. L'empereur a été descendu au rang d'homme simple. Il est empereur. Comment dire? Les Américains l'ont humilié après la fin de la guerre en le descendant de son piédestal. Donc, il est ramené au statut d'humain. Et donc, effectivement, comme disait Antoine, on n'a plus ce uber samouraï surhumain, mais on a le samouraï qui, petit à petit, devient subhumain, plus bas que l'humain. Et c'est le cas, par exemple, dans Kenki, avec le samouraï chien, qui est une référence apparemment aussi aux ostracisés du Japon, comme ceux qui, par exemple, qui manipulaient les abats, les animaux, et qui étaient complètement ostracisés, mis en dehors, les Hinin, tous ceux qui sont ostracisés par la société bien pensante de caste japonaise. Donc, je pense que c'est ça qui plaît à Misumi, c'est plus d'aller dans les fêlures. Comme la lame du sabre était bréchée, c'est d'aller dans les fêlures intérieures des personnages. Et on voit pas ça dans les films traditionnels où le samouraï, traditionnellement, le samouraï est paternaliste. Dans un récit traditionnel, en fait, il est au-dessus de la société, puis il descend à un moment donné dans la société pour aider les gens faibles, puis il remonte sur son trône à la fin de l'histoire. Tandis que là, dans les films de Misumi, Antoine disait ça aussi un petit peu, on a un personnage qui vient de très très bas, il s'accroche aux échelons sociaux, mais il redescend. Et évidemment, on pourrait dire que c'est une dénonciation du fonctionnement de la société féodale, etc. Mais c'est quand même les fêlures qui intéressent Misumi. Et comment la société, en fait, soit elle plonge la lame dans la plaie du personnage, ou soit elle l'aide. Et le plus souvent, elle ne l'aide pas, effectivement. Le personnage finit dans un état de défaite totale. Voilà. Moi c'est ça qui me touche, et plus l'aspect esthétique, bien sûr. Mais Zatoichi, c'est encore autre chose. On peut parler peut-être un petit peu de la genèse de Zatoichi, mais Zatoichi, c'est encore autre chose. Ozo. Moi, je voulais juste rebondir encore sur Romain. C'est vrai que finalement, moi, par rapport à ce que j'ai vu, et j'ai pas vu grand-chose sur ces héros, on va dire les héros solaires, les héros vainqueurs qui descendraient d'une classe sociale élevée, qui viendraient aider et puis après repartir. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas un schéma actentiel, on pourrait dire narratif, qui est très méga présent. Et là, moi, je reviens plutôt sur l'un des premiers films que j'ai vu, c'était le film de Sadao Yamanaka, Le pot d'1 million de Rio, où déjà, je trouve que la figure du samouraï, elle est quand même plutôt à la marge, un petit peu sacralisée, mais lui, il est déjà très désinvolte. Il est déjà dans une posture qui n'est pas du tout héroïque, solaire, vainqueur, etc. Et tout. Et je trouve, on est en 1930, je me dis, ah ouais, c'est déjà quand même un peu de modernité dès le début, quoi. Et puis après, quand on arrive le maître étalon avec Kurosawa et les 7 samouraïs, pareil, là, il n'y a pas de... Personne vient acclamer les samouraïs après la victoire, c'est la déprime totale, etc. Donc moi, j'ai l'impression que il
ils sont où, quoi? Et donc, c'est vrai que Inagaki, quand il fait la trilogie Miyamoto, on est dans ce truc en mode ah ouais, il a l'air cool celui-là, etc. Mais c'est vrai que j'en ai pas vu. Et au final, c'est pas ce qu'on attend de ça. Et peut-être qu'on va avoir du coup des westerns si on veut des héros comme ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un cinéma qui ne propose pas ça. Et même là, sur Mizumi, c'est que des déclassés. Alors, soit ils viennent d'un héritage, là tu parles de la lame diabolique par exemple, et la lame diabolique évidemment c'est l'enfant bâtard, donc lui il est complètement boiteux dès le départ avec ce truc fantastique, et que ce soit Zato Ishii, lui il est, je crois que c'est un ancien Yakuza réputé et déclassement social, ou que ce soit avec Ito Ogami après pour Baby Cart, c'est déclassement social avec l'ancien bourreau du shogun qui est éliminé par son propre clan. Donc il y a cette logique de ouais, on vous met plus bactère et vous allez être en mode survie totale, et évidemment, c'est pas très rigolo, quoi. Après la guerre, en fait, lorsque les Japonais avaient pour principal divertissement le cinéma, et donc ce qu'on leur a donné au début, c'était des films avec des personnages plutôt positifs, ou bien des films avec des trames archi-éculées sur bon, les fameux complots de clans, l'héritier qui a été mis de côté, remplacé par quelqu'un d'autre, etc., et qui va récupérer son trône, des histoires très classiques. Mais c'est des cycles, parce qu'en fait, le cinéma des années 60 répète les cycles des années 20, 30, 40. Et donc, on est dans une photocopie, en fait, de choses qui ont déjà été faites, mais avec la réflexion née de la Seconde Guerre mondiale. Mais le lien est possible parce que tu parlais du pot de 1 million de ryo, Tange Sazen de Yamanaka. Il n'y a pas de scène de sable dedans, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, toutes les scènes de sable ont été coupées du film. Parce que ça, on le sait avec le DVD. Je ne sais pas si tu as vu, Antoine, en fait, le DVD, en fait, toutes les scènes de sable ont été mises dans les scènes coupées. Ils ont coupé au sabre. Et toutes les scènes ont été mises dans les scènes coupées, donc il n'y a pas de scène de sabre. Mais en fait, par exemple, si on prend Mansaku Itami, qui est ce grand scénariste et réalisateur des années 30-40, Mansaku Itami avait une vision très, très sombre en fait, du film de samouraï, du film de sabre. Il disait, en fait, en gros, c'est des films de meurtre. C'est ça l'intérêt du film de sabre, c'est des films de meurtre. Et donc, c'est vrai que les mavericks, en gros, de l'industrie vont plus se pencher sur les aspects sombres. Mais dans la reconstruction de la psyché japonaise après la guerre, on a quand même beaucoup de films positifs. Okay. Avec, par exemple, une figure très connue qui est ce vieil homme qui voyage dans tout le Japon et qui va un peu s'enquérir de la réalité du pays dans lequel il vit, un peu dans sa tour d'ivoire, et qui va aider les paysans, etc. On a bien sûr les samouraïs de Kurosawa, ils aident des paysans, même si eux-mêmes ils sont promis à un avenir sombre. Donc, il y a quand même un reste de positif. Il y a même Sanjuro, qui est un personnage décalé, il va aider des jeunes samouraïs, etc. Donc, les samouraïs de Kurosawa ont un côté un peu paternaliste, qui est un peu issu de cette vieille culture un peu confucianiste. Confucianiste, je confonds les deux. Et donc, voilà, confus. Mais c'est confus, c'est toujours confus, je suis désolé. Mais ce qui nous intéresse forcément en tant que cinéphiles occidentaux, c'est moins peut-être le samouraï humaniste que le samouraï tourmenté et dont le tourment s'exprime à travers le sabre. Je ne suis pas sûr que ça intéresse moins le cinéphile occidental. Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens qui commencent à regarder ce genre de films, ils pensent qu'ils vont voir des films positifs sur le Bushido, etc. Puis en fait, ils se retrouvent face à ces films où justement, c'est des samouraïs beaucoup plus sombres. Et il y a deux solutions. Soit il y a un rejet, soit ils disent « Oh, mais c'est quoi ce truc ?» Ça, c'est moi, je parle de moi. Et qu'ils continuent à regarder, tu vois. Bien sûr. C'est comme ça que Baby Cart, Baby Cart, ça a été le manga le plus populaire aux États-Unis. Il est toujours réédité. Oui, mais Baby Cart crée des effets spectaculaires quand même. Il y a des effets spectaculaires qui peuvent être un peu accrocheurs pour n'importe quelle culture visuelle. Il y a des effets gore, la séduction narrative marche quand même très bien avec des effets de suspense et tout. C'est vrai que là, sur les côtés, moi, quand je regarde les Kobayashi ou certains Okamoto, ou je sais pas, n'importe qui. Mais Kobayashi n'a pas fait beaucoup de films de sabre. Hein. C'est pas un réalisateur. Il y a des réalisateurs qui ont fait
centaines de films de Sabre dans leur qui ont carrière. été légitimés, poussés vers l'Occident, etc., c'est vrai que ça a été plutôt la déprime. Et là, je ne savais pas sur l'anecdote que tu viens de me dire sur Sadao Yamanaka, là, sur les scènes coupées de sabre, mais du coup, moi, ce que j'avais aimé dans le film, c'était la posture des involtes et surtout le côté comique burlesque. Et ça, c'est vraiment une petite ouverture de légèreté. Et dans notre saga Zatoichi qui nous intéresse aujourd'hui, il y a le corps de Shintaro Katsu, c'est un corps burlesque, c'est un corps comique. Et du coup, il n'y a pas que de la violence spectaculaire avec des scènes de combat, voilà, avec des effets gore ou je sais pas quoi. Il y a aussi beaucoup de situations ordinaires quand elles ne sont pas impliquantes dans les scènes de combat avec des effets comiques. Et le corps burlesque revient en forme. Comme ils ne parlent pas, ils sont taiseux, au final, ils jouent beaucoup plus sur leur corps. Et Zatoichi est un mec très comique du coup à ce niveau-là. Ouais, mais Zatoichi, j'ai l'impression que c'est une espèce de façade, un peu comme le sourire ressemble à quelqu'un qui pleure. C'est exactement. C'est exactement ça, c'est un clown triste. Et Katsu avait dit dans une interview que, je crois qu'on retrouve ça aussi, quelqu'un qui disait ça en Occident, dans le cinéma occidental. En fait, quand Katsu disait je pleure pour exprimer la joie et je ris pour exprimer ma peine, et il faisait toujours ça, il essayait toujours de jouer en décalage. Et peut-être qu'on peut parler un peu de la... En fait, pour revenir sur les côtés sombres, il faut aussi comprendre que la plupart des romanciers, des écrivains de l'après-guerre, en cela, ils sont les héritiers, par exemple, de Nakazato Kaizan, etc. Même si Kaizan est quand même très, très particulier parce qu'il est très imprégné de bouddhisme. Mais évidemment, ils ont repris l'héritage de leurs prédécesseurs avec la réflexion, la philosophie née de l'après-guerre, et ils ont critiqué la société Edo, la société qui pendant 2 siècles a vu un shogun, une sorte de dictateur militaire au pouvoir, et c'est cette société qui les a amenés vers pratiquement le grand carnage, on pourrait dire, de la Seconde Guerre mondiale, avec les kamikazes pour terminer. Et donc forcément, il y a ce lourd, cette ombre en fait, très, très lourde qui pèse sur la psyché collective. Et après, il y a la reconstruction du Japon, donc ça commence à devenir plus commercial après. Si on prend Baby Cart, c'est quand même assez commercial. Et c'est fait pour marcher aussi, c'est fait pour marcher auprès du public, etc. Mais donc chez Misumi, c'est touchant dans les années 60 parce qu'il y a quelque chose de très pur aussi. Et ça, je crois que c'est Kaneto Shindo qui disait que c'est la pureté, Misumi. C'est vraiment la pureté. C'est un esthète, Misumi, c'est un dessinateur, c'est quelqu'un de très cultivé. Qui, à l'origine, on lui avait conseillé de devenir acteur. On lui avait dit vous êtes très cultivé, Kenji. Vous devriez devenir acteur parce que les acteurs sont incultes. Et c'est le cas, par exemple, de Katsu, qui, en fait, n'a pas dépassé, je crois, le collège ou le lycée. Et donc, beaucoup de gens étaient complexés, en fait, par leur manque de culture. Et Misumi était quelqu'un de très cultivé, qui était un vrai peintre, qui dessinait vraiment les plans de ses films. Et ça, c'était... Les producteurs de la Daiei aimaient ça, mais c'était problématique parce qu'en fait, il avait une telle obsession du cadre, des couleurs, des décors, de la symbolique, de ce qu'il mettait dans l'image, qu'il prenait plus de temps que d'autres réalisateurs. Et donc, les producteurs étaient toujours en train de le surveiller comme le lait sur le feu. On dit, ouh là 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 là, il est en train de dépasser encore, là. On va lui mettre un réalisateur de seconde équipe qui tourne 4 fois plus vite. Et ils avaient fait ça, par exemple, sur le col du Grand Bouddha. Parce que ça, c'est vraiment le matériau parfait pour Misumi. Les films sont très beaux. Mais il tournait un peu plus lentement que ce qu'il fallait. Donc, il lui avait mis, je crois, Tokuzo Tanaka, son rival et ami, Tokuzo Tanaka. Et lui, il a dit, moi, je vais filmer beaucoup plus vite que Misumi, vous allez voir, et je serai bien vu du producteur. Sauf qu'en fait, quand Misumi il voyait les images de Tanaka, il disait, c'est quoi ça? Qui c'est qui a fait ça? C'est toi, Tanaka? Bon, virez-moi ça, je refilme tout. Et là, le producteur, il dit, on va perdre encore plus de temps. Donc voilà, Misumi était vraiment un fétichiste de l'image. Et je pense aussi qu'il y a cette idée, voilà, chez les êtres chez qui il y a un manque, peut-être aussi cette idée d'avoir un monde intérieur très très fort et de vouloir le reproduire en image
dans un film, dans une histoire, etc. Ça se sent chez Mizumi plus que chez d'autres réalisateurs qui sont moins attentifs à l'esthétique. Par exemple, Mori Kazuo, il filme beaucoup plus vite. Tanaka, il est plus intéressé par la direction d'acteur. Parce que tout à l'heure, tu parlais, je crois que tu parlais de comparer les réalisateurs entre eux, Antoine aussi, comparer Mizumi et Gosha. Et en fait, c'est vrai qu'il fallait aller vite. Et si on prend Mizumi, c'était quelqu'un qui était plus dans la lenteur. C'est quelqu'un aussi qui est un spécialiste des plans contemplatifs, aussi des plans de transition qu'on appelle les sutekat, les plans où on va filmer une fleur sur un ruisseau, un oiseau, etc. Et ça, en fait, c'était un esthète, un vrai artisan de cinéma, et qui n'était pas dans la déconstruction visuelle, je pense, du cinéma classique. Vous savez, ce qu'on pourrait appeler le cinéma de papa. C'était pas un adepte de la caméra portée, c'est pas la nouvelle vague, mais c'est une continuité de la beauté du cinéma de studio. Je suis en train de faire une conclusion là. C'est beau. Mais il faut qu'on parle de Zatoichi. Ouais, mais j'allais dire, je propose, puisqu'on est comme ça, qu'on peut déjà prendre peut-être certains films, comme ça on prend Zatoichi, on fait entre guillemets, pas toute la saga, mais qu'est-ce que Zatoichi, qu'est-ce qu'il a apporté, etc. On peut faire Baby Cart, on peut faire d'autres films, film par film, et puis bon. On avait promis de parler Baby Cart, c'est vrai. Ouais, comme vous voulez. Hein. Antoine, tu veux parler de Zatoichi ou de revenir sur quelque chose? Ouais, juste, je rebondis un peu sur ce que tu as dit là, sur le côté commercialisation peu à peu progressive et tout. Et c'est vrai que dans la saga Zatoichi, il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Hein. Quand on compare le premier et puis après, quand il fait, même les 26 épisodes, ça va vers la commercialisation. À la fin, on fait des crossovers avec des héros d'autres sagas, etc. On fait venir d'autres personnages. Il y a Toshiro Mifune qui vient avec son personnage. Il y a l'acteur Jimmy Wang qui vient avec son personnage donc en fait oui, à la fin ça c'est du commercial, et c'est vrai que les films du coup de Mizumi en deviennent plus exigeants, et le Shogun de l'ombre, c'est d'une noirceur incroyable. Il fait venir Tatsuya Nakadai là pour jouer l'antagoniste dans le truc, mais c'est la dépression Nakadai dans le film, quoi. Il est deuil de la femme qui passe pas. Il y a encore cette histoire de fleurs chrysanthème jaune à la fin là où pareil il a un flash de dingue dans le combat et tout. Donc ouais, les Zatoichi de Mizumi, ils sont sur la phase qui ne va pas vraiment vers la commercialisation un peu ludique, jeu vidéo ludique, où on fait des affrontements entre stars qu'on aime bien, qu'on adore, parce que c'est des effets spectaculaires et que c'est très bien quand ils font venir deux stars pour s'affronter dans un épisode. Mais c'est vrai que lui, il n'était pas trop dans cette démarche-là. Et quand il fait venir Nakadai, finalement, presque le combat à la fin, il est déceptif. La relation est très satisfaisante parce qu'elle interroge le Bushido, comme à chaque fois quand il y a une dualité entre deux samouraïs qui viennent. Mais le combat à la fin, au niveau chorégraphique, est un petit peu déceptif. On va vers l'abstraction, il y a une surimpression, il y a des flashs lumineux, il y a du flou partout. Mais par contre, voilà, il n'était pas dans le côté commercial. À partir de Baby Cart, ça va changer. Du coup, c'est vrai que le poids par rapport au manga, on a l'impression que là, il y a presque il y a les deux, qu'il y a une confrontation un petit peu entre les deux, et le manga finalement s'impose presque d'office, quoi, par rapport à Mizumi, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien donc c'était sur le côté comique burlesque et sur donc la présence de Shintaro Katsu, quoi, et il en fait des caisses, quoi. Il n'est pas du tout dans la retenue de Rezo Ishikawa qui lui avait un jeu hyper outré, underplaying à fond. Lui, c'est ça cabotine, ça fait des grimaces partout. Voilà, ça c'est quand même très entre guillemets une petite singularité dans un univers qui est toujours autant décadent, quoi. Donc ça, c'est ce qui me plaît. Et puis, en plus, il a rajouté, il est devenu producteur, donc c'était aussi, il avait un rôle dans la création qui était très important. Et tout le côté chanson folklorique, avec des thèmes leitmotiv, etc., c'est excellent. Enfin, voilà. Alors, peut-être un truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, Zatoichi, c'est pas un samouraï, hein, c'est un yakuza. Et ce qui est intéressant, le premier film, ça tombe bien, c'est celui que j'ai dans la main, le premier film, c'est clairement j'ai envie de dire un pur film. C'est-à-dire vraiment, comment expliquer ça? Il y a une idée, il y a un scénario et tout. Et c'est vrai qu'après, il y a ce côté, ça devient une saga, une série très, comment dire ça, très épisodique, où on reprend, et comme les Japonais, ils aiment bien varier, des fois, ils ne reprennent pas limite les mêmes choses qui se répètent. Donc, après, en effet, on voit des récurrences, et là, on a un côté plus commercial, en dehors, je dirais même, de est-ce que le film lui-même est plus commercial? Si on prend le Shogun de l'ombre, par exemple, Nakadai, il est là, Nakadai, c'est une star,
son personnage dans l'histoire, il est un peu greffé, un peu oubol. Il y a un petit souci au niveau de la greffe du personnage, je trouve. N'empêche que c'est Nakadai. J'adore Nakadai, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je suis très heureux qu'il y ait Nakadai dans ce film, qui est en plus très bon. Donc, voilà, moi, je reprends mon pied, et puis c'est tout. Mais on sent qu'il y a un petit truc. Et, par exemple, une des choses qui va revenir régulièrement dans la saga Zatoichi, c'est le coup du samouraï qui est là, un peu en mode Yojimbo, et il y aura la confrontation. Que ce soit justement Yojimbo avec Mifune, ou même quand on fait venir finalement Wang Yu, même si là c'est un peu différent, mais c'est une des figures qui va revenir, qui est déjà présente dans le premier film. On a aussi le rapport aux enfants, parce que c'est un peu, comme on a dit, un peu un grand enfant. Et je parlerai aussi du rapport aux femmes, qui est déjà présent dans le premier, parce qu'il représente parfois une espèce de lumière pour ces personnages féminins, puisque c'est un personnage différent, quelqu'un qui peut comment dire ça, les faire sortir de la situation dans laquelle elles sont, mais qui en même temps lui-même il dit non, parce que finalement je suis qu'un yakuza errant, aveugle, tu veux qu'on fasse quoi? Donc en gros c'est une non-solution. Voilà. Je pense qu'il faut revenir un peu sur la genèse pour comprendre. Verset 1, vas-y, on t'écoute. Alors c'est marrant parce qu'on a parlé, Antoine, tu as très bien parlé de Raizo Ichikawa, l'opposition en fait entre ces deux acteurs, Ichikawa Raizo, qui représente la beauté kabuki kata, la beauté des techniques traditionnelles du kabuki, qui est lui-même issu de ce milieu, mais qui n'avait pas de carrière dans ce milieu, donc qui est venu au cinéma. Ce sont tous des acteurs frustrés. Et aussi, il y avait une proximité très forte, plus forte que du côté Katsu. Il y avait une proximité forte entre Ichikawa Raizo et Misumi, parce que c'était des enfants qui ont eu des enfances compliquées, et rapport au père compliqué. Ichikawa, c'est un enfant adopté, qui a été adopté par un acteur de kabuki, donc qui a été formé, etc. Mais le rapport au père biologique est toujours compliqué, chez Misumi, chez Ichikawa Raizo. Chez Katsu, c'est un peu différent. Il y a le père biologique qui est là, qui est un maître de Nagauta. Il y a un côté un peu rebelle chez Katsu, mais quand même, il a pratiqué le Nagauta, il a l'instrument, il a joué du Nagauta dans la troupe de son père, etc. Donc il est moins rebelle, mais une fois qu'il arrive à la Daie, il se rend compte qu'en fait, il peut pas toujours gravir les échelons. J'en ai derrière moi des échelons d'ailleurs en bois. Et il peut pas gravir les échelons comme Ichikawa Raizo, qui lui a cette beauté androgyne qui plaît énormément au public féminin aussi. À quel point ça plaît, ça je l'ai vu de mes yeux vus quand je suis allé au Japon en 2005, je crois. Et on m'a invité dans un fan club féminin de Raizo Ichikawa. Je ne sais plus si je l'avais déjà raconté un petit peu. Et donc, j'ai été invité dans un hôtel où, je ne sais pas si c'était tous les ans, tous les 4 ans, je ne me souviens pas, mais un fan club féminin de Ichikawa Raizo, avec des japonaises venues du monde entier, se réunissaient dans une chambre d'hôtel pour regarder des extraits de films de Raizo Ichikawa en buvant du thé, en mangeant des petits plats japonais, et en s'extasiant sur la beauté de Raizo Ichikawa. Des fois, elles s'arrêtaient de manger quand il y avait une scène qui leur plaisait, ou un plan particulièrement marquant. Et j'ai dit, regardez, oh, Raizo! Et c'était incroyable, incroyable. Et la femme qui animait ce fan club, qui s'appelle, zut, je suis en train d'oublier son nom, excusez-moi, Masako Miwa, je crois. Je l'avais interviewée, elle m'avait dit, voilà, Raizo Ichikawa, c'est en fait, si on devait tromper notre mari, c'est avec Raizo Ichikawa. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Et donc, elles étaient amoureuses de lui, mais elles étaient voilà. Et donc, il a conservé cette beauté posthume, Ichikawa Raizo, figée pour l'éternité à travers le cinéma. Et d'ailleurs, Misumi a déconstruit aussi cette beauté de Ichikawa Raizo dans un film de 64, dans un film très western spaghetti de 64, parce qu'il y avait une influence du western spaghetti qui arrivait. Christophe Chanclot aussi, je l'avais dit, m'avait dit qu'il y avait une influence du peplum aussi. Et donc, en fait, il a mis Raizo torse nu dans le film avec de la sueur partout sur le visage. Et là, je pense que les fans féminins, ils étaient oh, pas mal quand même, il est bien torse nu aussi. Et donc, Ichikawa Raizo, voilà, cette beauté traditionnelle. Et Katsu, lui, il se cherchait, en fait, il cherchait sa voix. Et les producteurs le voyaient un peu d'un mauvais œil, parce que finalement, au bout d'un moment, ils avaient beau lui mettre, lui plâtrer le visage de blanc, ça marchait pas. Et les films avec Katsu n'avaient pas beaucoup de succès. Il faut savoir que quand un réalisateur commence à faire du cinéma au Japon, dans les années 50-60, il a 3 films SP pour faire ses preuves, dans 3 short programmes. S'il a 3 échecs,
il est renvoyé au stade d'assistant. Donc, je peux vous dire la pression qu'ils avaient pour réussir. Et donc, Misumi a réussi très vite, mais en D55, je crois, il fait un film avec Katsu, un échec. Et là, il a dû se dire, oh, il faut vite que je refasse un film avec Laizo, moi. Et donc, il a fait encore 2 films avec Katsu, 2 échecs. Et donc, Katsu voilà, a été associé pendant 7-8 ans à beaucoup d'échecs. Et après, on le mettait dans des rôles secondaires qui étaient très frustrants pour lui. Et donc, s'il a pu trouver effectivement sa voie et le succès, c'est grâce à des rôles plus populaires, comment dire, qui déconstruisaient la beauté traditionnelle kabuki, des personnages de princes samouraïs, des jeunes premiers en quelque sorte, hein, les jeunes premiers. Soit les jeunes premiers très austères, soit les jeunes premiers aimés des dames, etc., les nimaime. Et donc Katsu a réussi à trouver sa voie avec Zatoichi, avec Akumio, le vaurien, avec Aide-moi, Bob, le Yakuza, le soldat Yakuza, etc. Donc il a trouvé sa voie à travers des personnages de Yakuza. Et donc c'est moins noble en quelque sorte. C'est moins noble comme cinéma que le cinéma de Raizo Ichikawa, qui est un cinéma presque intemporel, j'ai envie de dire, avec ce beau maquillage, cette belle gestuelle, cette belle façon de tenir le sabre, ces beaux combats, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est demeuré hein, dans la société japonaise. Moi, mon beau-père adorait se mettre sur le canapé le samedi matin, je crois, samedi matin, et regarder ce genre de film, avec ces beaux personnages grimés de blanc. Mais voilà, le picaresque, c'est plutôt, effectivement, c'est pas Raizo, c'est Katsu. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsqu'ils ont créé Zatoichi, ils cherchaient un projet pour Raizo encore. Parce que le Zankoku était arrivé, le Zankoku Mono, les contes de la cruauté, sur le Bushido, qui est un cycle, un courant qui est venu de la littérature avec Norio Nanjo, à partir des années 50, milieu des années 50, fin des années 50. Et comme conte cruel, je crois, du Bushido. Du Bushido, ouais. Oui. Et donc, en fait, les producteurs se sont dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on durcisse un peu comment c'est dans le foot déjà, muscle ton jeu. Peut-être qu'on muscle un peu le jeu de Laizo et qu'on passe un peu moins du côté blanc et un peu plus du côté obscur. Et ils cherchaient des projets de films cruels parce que Nakamura Kinosuke avait eu du succès dans ce genre, à la Toei. Et donc, ils cherchaient des projets et ils sont tombés presque par hasard un producteur de la Daiei qui était chez Shimozawa Kan, l'auteur de la nouvelle Zatoichi. Donc, l'auteur lui a remis cette nouvelle, le recueil de nouvelles, pardon, au producteur. Il lui a dit, tu devrais lire Futokoro Techo. C'est le recueil de nouvelles. Tu devrais lire, dans ce recueil, tu devrais lire Zatoichi. Et donc, le producteur a lu, il a dit effectivement, c'est intéressant, il y a un personnage atypique de Yakuza aveugle, maître de sabre, maître du Iaido, enfin, l'art de la découpe au sabre, dégainé et rangé. Et c'est très inhabituel, on peut peut-être en faire quelque chose. Et avec qui on peut faire ça? Pas avec Raizo, mais avec Katsu, parce que Katsu venait d'avoir du succès avec le fameux film Shiranui Kengyo, qui était sur un masseur aveugle qui commettait toutes les turpitudes pour assouvir son désir de revanche sociale. Et il a aussi gravir les échelons, toujours les fameux échelons, et arriver au sommet, plus que le sommet encore de sa propre profession, qui est socialement très limitée, quoi, le masseur. Et il avait une ambition folle, et ce personnage était un personnage là aussi très très sombre, cruel, qui tuait des gens sur son chemin de gloire. Et donc Katsu avait eu du succès avec ça, et donc du coup les producteurs s'étaient dit, bon, bah, on tient des projets pour Katsu. Katsu, on va pas lui mettre du maquillage blanc, il va jouer naturel, et il peut même jouer des personnages de méchants, qu'on appelle les Yogoreyaku. Et c'est des personnages, justement, ça dégouline, quoi. Pas de maquillage blanc, il n'y a plus rien. Le maquillage est dégouliné, et c'est le vrai visage qui apparaît, et c'est des rôles plus picaresques. Et donc, ils lui ont donné ce genre de rôle, et ils ont dit, bah, Zatoichi, c'est pour Katsu. Et Katsu s'en est délecté, mais alors totalement. Et justement, il a eu la chance peut-être aussi d'avoir Misumi aux commandes, parce que c'est un vrai film avec toujours la méticulosité de Misumi. Et en fait, ils ont
dans la nouvelle, le personnage du Ronin tuberculeux, qui est un peu le Doc Holliday japonais, n'existe pas. Donc ça, c'est l'idée géniale du scénariste, qui était lui-même réalisateur, qui s'appelait Minoru Inuzuka, et qui connaissait bien Kan Shimozawa, l'auteur. Il s'est dit, je vais greffer un personnage, parce qu'en fait, pour qu'on comprenne Zatoichi, il faut un personnage de samouraï déchu. Et ce sera une relation en miroir entre les deux, et on comprendra encore mieux Zatoichi. Et donc, ils ont fait un crossover, en quelque sorte, un crossover entre un samouraï déchu qui a vraiment existé, hein, qui s'appelle Miki Hirate, tuberculeux, et qui est mort en défendant des Yakuza, étonnant, hein, et qui est mort dans une bambouserie avec, je crois, une vingtaine de blessures au corps pendant la Grande Guerre entre les parrains Sukegoro et Shigezo. Et donc, il a vraiment donné, c'est le samouraï traditionnel. Même s'il était au service d'un parrain Yakuza, il a donné sa vie pour protéger son parrain et il est mort déchiqueté. Et donc, ils se sont dit, avec ces deux personnages-là, le tuberculeux perdu dans l'alcool, mais qui a encore une forme d'idéalisme un peu, qui a encore un petit peu en lui, et ce personnage de Yakuza qui, lui, quelque part, est à la recherche d'un idéal de communauté humaine, qu'il n'arrive jamais à trouver, parce qu'il est toujours un peu en position dans la marge sociale et il n'arrive pas vraiment à pouvoir, comment dire, vivre en bonne entente avec le genre humain qui ne pense qu'à le manipuler et à profiter de lui. Ils se sont dit, ah, voilà, ces deux personnages, on va bien comprendre Zatoichi. Et à la fin, bien sûr, la fin de Zatoichi, elle est très réaliste dans le sens où ils ont eu l'idée, je pense que ça vient de Inuzuka, je ne suis pas sûr. Ils ont eu l'idée de montrer les cadavres après la bataille entre les parrains, enfin la bataille, l'assaut. Et ça, ce sont des images étonnantes où on voit les cadavres alignés, je crois, je ne sais plus si c'est des barques ou dans des trucs en bois. On voit tous les cadavres bien alignés avec, je crois, il y a des couvertures sur eux, je ne sais plus. Et ça, c'est très réaliste. Et après, Katsu donne sa leçon, sa morale, où il va résumer son personnage en quelque sorte, ce qui permet ensuite de connaître le personnage pour les films à venir, d'avoir vraiment les paramètres moraux du personnage. Voilà, mais donc le scénariste, lui, était très réticent à l'idée de faire une saga commerciale. Il a voulu le tuer dès le deuxième film. Ça s'appelait La mort de Zatoichi. Et les producteurs, ils sont « Dis donc, toi, là, viens voir, tu veux tuer Zatoichi à la fin du deuxième ?» C'est non. Et voilà, ils en ont fait une poule aux œufs d'or. Mais pour finir, il y a une anecdote très connue sur la fin de Zatoichi. Oui, tu peux. Il y a une anecdote où Misumi est toujours dans la recherche esthétique et sonore aussi. C'est quelqu'un qui est très attentif au son, au montage, à la lumière, enfin tous les aspects du cinéma. Et à la fin, il voulait qu'on entende les battements du cœur de Miki Hirate, ce qui est une très très belle idée. Mais vraiment, on voit vraiment que c'est un artisan, comment dire, qui est toujours à la recherche d'une forme de beauté expressive. Et il voulait qu'on entende les battements de cœur déclinants du Ronin qui était en train de mourir. Pourquoi on les aurait entendus? C'est pas forcément réaliste, mais comme Zatoichi a une ouïe surdéveloppée, et le Ronin étant, je crois, sur son dos, si je ne me trompe pas, oui, sur son épaule, Zatoichi avait la faculté d'entendre ces battements de cœur déclinants. Ça, c'était une idée magnifique. Et évidemment, quand ils ont projeté le film à Nagata, le producteur, il a fait mais les battements de cœur, là, c'est pas possible, ça, c'est pas réaliste. Oubliant totalement les facultés expressives du cinéma, quoi. C'est incroyable quand même. Il a dit, moi, je veux pas de ces battements de cœur, vous me les enlevez. Et donc, la mort dans l'âme, Misumi et son monteur, ils ont dû enlever les battements de cœur. Il y a plusieurs exemples comme ça. Parce que dans le film, il fait « Ah, vous avez un poisson !» Il capte, il te le montre qu'il a ses capacités. D'ailleurs, je profite, même si c'est juste une petite parenthèse, c'est assez rigolo dans la saga Zatoichi parce que d'un côté, très souvent, il est vraiment aveugle et il souffre de son handicap. Il y a un peu comme tous les trucs, on va dire, de super-héros handicapés, tout ce qu'on veut et compagnie. Des fois, il ne sait plus où il en est, il se perd. Et puis bon, de temps en temps, il sort son épée, il trucide 3 gars, et puis bon, c'est réglé, quoi. De temps en temps, il est génial, et de temps en temps, il est perdu. Mais c'est ce qui arrive aussi un peu à pas faire que le mec, c'est pas juste un gars qui fait semblant. C'est quand même un vrai aveugle, le personnage. Antoine, vas-y, tu peux. J'ai fait un peu long, désolé. Non, c'était bien. Du coup, on a appris plein de trucs que je ne connaissais pas du tout, donc sur la jeunesse comme ça de la série. Non, en plus,
peut-être pour revenir sur… déjà, moi, j'aime beaucoup aussi le premier. C'est vrai qu'il a cet aspect un peu prototype. Sur la question là, à la fin peut-être du deuil impossible et d'un personnage qui va être hanté par son passé et le passé qui va toujours revenir à chaque fois et il va être obligé de l'affronter, de s'y confronter alors que lui fait tout pour refuser le combat et ça c'est vraiment la logique inverse de Rezo qui était fasciné, attiré, attrapé et lui il est là, je repousse mais de toute manière ça revient, ça se répète à chaque fois etc. Et peut-être du coup sur le fait d'être un personnage aveugle, nous, on a le savoir narratif que le monde est décadent, lui ne le voit pas. Et donc lui, il ressent encore juste les choses et il va dans l'âme des gens et il voit qu'il y a encore un petit peu de bonté chez ce personnage féminin, chez ce ancien samouraï, etc. Alors que nous, on voit bien que le monde ne veut que le manipuler, que le monde est grossier, etc. Et tout. Et du coup, ça renforce l'idée qu'on aurait encore un héros un peu humaniste qui est capable voilà, de ne pas être tombé totalement dans le nihilisme et pas totalement tombé dans la fascination un peu perverse que peut avoir cette logique-là. Donc on a une sagesse toujours observateur, mais une sagesse un peu lucide qu'on n'avait pas l'occasion de voir très souvent chez Mizumi. C'est pratiquement le seul qui a cette capacité-là. Donc ça me séduit beaucoup. Et pareil, j'adore la relation avec Hirate, avec le tuberculeux. Je me rappelle de la scène de pêche, qui est une de mes séquences préférées, où ils sont tous les deux, et puis la conversation commence, ça part sur la pêche, et puis on voit tout de suite qu'il comprend le personnage, alors qu'ils ne se disent rien du tout. Ça, c'est les petits moments aussi très savoureux, qui sont au final presque que des situations ordinaires, parce qu'au final, le combat, comme tu as dit, avec la technique de sabre, il va tellement rapidement que le combat, il est spectaculaire, mais ça dure 2 secondes et demie. Et en fait, ce que tu apprécies le plus, c'est tous les moments où il va décrypter. Et là, on voit la modernité. Là, c'est aussi le personnage qui l'amène. C'est que tout passe par le son. Et dans cette série-là, c'est le son qui donne du savoir narratif au personnage de Zatoichi. Et c'est comme ça qu'il arrive à déceler, est-ce que ce bruit de pas, il est menaçant? Est-ce que celui-là, il est tranquille? Pareil sur les tricheries, quand il fait les jeux de dés ou je sais pas, les jeux auxquels il peut participer, etc. Tout de suite, c'est juste par le son. Et du coup, nous, on le voit aussi par le son, mais on voit aussi l'attitude et le corps des gens. Donc, on dit, ouais, lui, il a une tête de méchant, donc c'est un méchant. Mais voilà, il a ce petit savoir-là qui fait côté, et tu avais raison de le dire, Mo, c'est qu'il était, c'est un peu un super-héros, quoi. Il a cette capacité un peu avec une dualité à la fois très maladroit, très niais, très enfantin, et puis d'un côté, c'est un super-héros qui est capable de invincible, qui tue tout le monde, etc. D'ailleurs, je profite pour dire que le personnage a beaucoup inspiré en Occident, puisqu'il y a eu un western italien, Blind Man, c'est clairement Zatoichi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a eu, comment il s'appelle, Justice Aveugle, je crois, avec Rutger Hauer. Ouais. De Philippe Noyce, non, je ne sais plus. Oui, je sais plus. Et puis, bon, après, semble-t-il qu'un certain Frank Miller s'est aussi un petit peu réinspiré du personnage pour Daredevil. Et je me demande même, parce que j'ai regardé la date du premier Daredevil et la date du premier Zatoichi, je me dis que l'influence pourrait dater d'avant, en fait. C'est pas impossible. Je dis ça, après, je sais pas. Après, ça peut être aussi dû au hasard. Répète, sur quel film? Pas sur un film, moi je disais le personnage de comics de Daredevil. Ah. Parce que le film date de 62, d'après ce que j'ai cru voir, là il faudrait peut-être revérifier, mais j'ai cru voir que la création de Daredevil date de 65. Peut-être. Je dis peut-être, j'en sais rien, ça peut être dû au hasard, mais c'est pas impossible. En tout cas, on est dans la même mouvance. Juste, oui. Attends, peut-être sur l'influence western, il y avait un truc qu'on n'a pas dit, c'est vrai que le personnage, par rapport à son déclassement, il est appelé Zatoichi, et je crois que Zatoichi, ça veut dire vraiment le plus bas rang de je sais pas quoi, des aveugles, je crois. Et du coup, il est tout le temps appelé par Monsieur X, on lui trouve toujours des noms, c'est un peu du coup la logique de mon nom est personne, en mode il est sans identité, et ça rejoint l'idée qu'il ne veut pas appartenir à ce monde-là, parce que c'est un monde qui est régi par des castes, et lui ne veut pas être dans la caste ni des handicapés aveugles, ni des anciens yakuza réputés, etc. Et donc, il se met en marche tout seul, mais il le choisit. C'est la grosse différence, cette marginalité. Alors que celle de Baby Cart, elle ne sera pas choisie, elle sera subie. Dans le premier film, il dit au début que justement, quand il était jeune, en gros, il se moquait de lui parce qu'il était aveugle et tout, donc il était rabaissé. Et c'est pour ça qu'il a appris le sabre qui d'ailleurs, il le dit lui-même, il combat comme un saltimbanque, il dit, c'est pas le sabre classique, justement. Donc il n'a pas appris la voie royale, il a déjà appris on va dire une voie d'outsider, parce que ce n'est pas un samouraï, c'est un yakuza. Et il dit en gros qu'il s'est entraîné en gros pour se faire respecter. Et encore une fois, on retrouve un peu la thématique qu'on avait déjà dit, c'est le sabre pour se faire respecter, mais qui en même temps va t'amener sur des voies dépressives. Oui, parce que parfois, oui, il peut tuer des innocents sans le vouloir, des personnes qu'il ne voit pas forcément. Et ce qui va lui donner évidemment des remords. Et il y a un film d'ailleurs où il décide de faire tous les temples
ça, tous les temples bouddhiques du Japon, c'est son pèlerinage pour se racheter, en fait, voilà, pour son âme est souillée par les actes de violence qu'il a commis, même involontairement. Oui, c'est un personnage tragique, hein, bien sûr, c'est un personnage tragique. C'est un personnage qui est issu de la tradition des Matatabimono, et ce sont des personnages de déclassés qui sont manipulés, qui sont utilisés, et qui s'ils se permettent de dire non, risquent de le payer de leur vie ou ne seront plus jamais accueillis par qui que ce soit dans leur famille yakuza, etc. Donc, ils sont soumis par des fils invisibles, ils sont soumis à leur monde quand même. Ils en ont besoin pour survivre. Et c'est vrai que Zatoichi, en fait, il a besoin évidemment à chaque fois qu'il fait un voyage, il va dans la demeure d'un parrain yakuza, et c'est là qu'il découvre un peu toutes les turpitudes du monde qui l'entourent, et qui veut sauver, il essaye de sauver un peu la veuve et l'orphelin. Mais c'est un personnage beaucoup plus sombre dans le premier film. En fait, on peut le résumer à ce personnage qui traverse un ruisseau là sur une traverse de bois. C'est un personnage très fragile, sombre, à la psychologie sombre. Et c'est vrai qu'après, lorsque la saga a pris son essor, même la critique nippone a dit qu'ils avaient perdu le charme, en fait, du premier film. Et que Katsu était un peu en roue libre au bout d'un moment. Et lorsque Misumi, ça avait été analysé et écrit par Fabrice Arduini dans son mémoire, lorsque Misumi revient aux commandes, un peu tous les 4, 5, 6 films, il en fait un, il essaye de réhumaniser Zatoichi en le confrontant à la tentation de devenir autre chose, de devenir père avec un bébé, devenir avoir une vie de couple. Parce qu'en fait, le Zatoichi de la nouvelle est un personnage plus léger. C'est un personnage très moral qui décide de quitter vraiment le monde des Yakuza. À la fin de la nouvelle, en fait, il quitte le monde des Yakuza pour devenir fermier et vivre avec une femme, vivre en couple, vivre en famille, etc. On ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il part dans les montagnes avec la femme qu'il aime, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Misumi Kenji, c'était quelqu'un qui n'écrivait pas les scénarios de ses films. C'était une frustration qu'il avait pendant toute sa carrière. Et il avait envie d'écrire lui-même un scénario, et à la Daiei, c'était impossible. Il y avait toujours le scénariste, extérieur ou interne au studio, qui écrivait. Et Misumi a pu écrire un scénario personnel à la fin de sa carrière avec Les Derniers Samouraïs. Tu l'as montré, je ne sais plus. Les Derniers Samouraïs, voilà. Ça, c'est un scénario qu'il a pu écrire. Et je dis une petite bêtise. En fait, c'est un scénario. Je ne sais pas si c'est un scénario qu'il a pu écrire, mais sur lequel il a eu son mot à dire. En tout cas, il me semble qu'il a été confié un moment à un autre scénariste. Oui, il est coécrit. Oui, il est coécrit, tout à fait. Merci Antoine. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a tendu le. Comment on dit déjà l'expression? C'est le soir qui commence à. La nuit qui commence à. Il a tendu la main pour se faire. Il a tendu, oui. Non. Le premier Zatoichi ne devait pas se terminer comme il se termine, en fait. Zatoichi faisait la morale au parrain, puis il s'éloignait. Je crois qu'il donne de l'argent à un garçon pour les funérailles du Ronin, qui est mort, Miki Hirate. Puis il s'éloigne, et sur le chemin, l'attendait, je crois que c'est Otane, la jeune femme qu'il aime. Et donc, à la fin du scénario, écrit par Inuzuka Minoru, donc il arrivait sur ce chemin et il voyait la jeune femme, et on pouvait penser que, peut-être comme à la fin de la nouvelle, tout à coup, il pouvait repartir vers le monde, quitter le monde des Yakuza et repartir vers une vie normale. Misumi a changé ça. Misumi n'a pas voulu ça. Il pensait que c'était une fin, pour lui, trop cliché, et il a voulu que, si vous vous en souvenez, Zatoichi bifurque, grimpe la colline entre les arbres et fuit. Et donc, mais du coup, ça a permis évidemment de faire 25 films derrière.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que ce qui rajoute du drame, même si peut-être après la saga, entre guillemets, devient plus légère, même si elle reste quand même assez triste, hein, globalement, hein, ça ne devient pas non plus la folie furieuse, mais le fait que ça devienne une saga vient accentuer ce côté tristesse du personnage, parce que où qu'il aille, c'est toujours la merde. À tel point qu'il y a, c'est un des derniers, à la base c'était prévu pour être le dernier, celui qui s'appelle Retour au pays natal, que c'est pas Misumi qui l'a réalisé, où il se dit, je quitte tout, je veux revenir là où j'étais gamin et tout, voilà. Et il est déçu. Il retourne chez lui et c'est la même merde. Donc c'est vraiment, le fait que ça devienne une saga vient rajouter un côté encore plus morbide, j'ai envie de dire. Oui. Antoine, tu veux dire quelque chose sur... Oui, je voulais, quand tu disais, oui, le côté Mizumi, sérieux, etc., qui à chaque fois il revenait, il remettait un petit peu des tentations et il refaisait passer donc, des messages plus, entre guillemets, adultes. C'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup de plaisir sur tous les petits situations ordinaires où il va jouer au jeu, où il va au terme, où il y a des situations, voilà, on essaye, comme on est sur une série, il faut singulariser les combats et trouver des nouveaux lieux, des nouveaux décors, etc. à chaque fois et tout. Et c'est vrai que je trouve qu'ils sont assez force d'invention à ce niveau-là et de proposer des situations différentes, et que ce soit avec des personnages, mais même pour les combats, ça me plaisait beaucoup à ce niveau-là. Je propose du coup qu'on donne quelques films de la Sega qu'on conseille. Bon, évidemment le premier, hein, je crois qu'on l'a assez dit, qu'il est vraiment très très bon et immanquable. Moi je reviens sur le Shogun de l'ombre, mais c'est pas à voir en deuxième, parce que c'est plus une espèce de conclusion, parce qu'on va dire que Zatoichi se retrouve face à son double négatif, à ce qu'il aurait pu devenir s'il n'était pas un Yakuza positif et tout. Donc je dirais que comme une forme de... Pas encore de conclusion, mais il y a ce côté conclusion. Parmi un autre que j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est celui-là, Voyage meurtrier, si je ne me trompe pas, c'est le premier, parce qu'après ça se répète, le premier on lui fout un enfant dans les bras. Oui, c'est ça, rigolo, ouais. Et génial. Ça amène déjà un petit côté... ça amène John Woo. Et même, il y a un petit instinct paternel où il a du mal, je crois, à laisser l'enfant à une geisha un moment pour lui donner du lait, etc. Et il est en train de checker, toujours un peu caché derrière un arbre, un peu en mode elle fait bien les choses, etc. Ça, c'est marrant. Un homme et un couffin. Ouais, c'est ça. Donc celui-là, je le trouve très très bon. Alors, c'est pas Misumi, mais il y en a un que je trouve excellent. Et étonnamment, c'est celui avec Rongyu, le One Armed Swordsman. Parce que forcément, on prend deux personnages qu'on connaît. C'est pas tant l'affrontement en mode machin versus qui est le plus fort et tout ça. C'est plus l'opposition entre les deux pays, Chine, Japon, et toujours le Japon à grande classe après la guerre, hein, pas pendant la guerre, qui traite le sujet. Et je trouve que c'est un film qui vraiment a un truc en plus. Là où, par exemple, contre Yojimbo, je suis pas fan. Je vais pas vous mentir. Je suis pas ultra fan du film. Déjà, c'est pas le vrai Yojimbo, donc je suis voilà quoi. En gros, la saga, Route sanglante. Moi, mon préféré, c'est Route sanglante. Je crois, hein, c'est avec Konoe Jushiro. Je dis pas de bêtises, avec le samouraï où il s'affronte à la fin sous la neige. C'est bien celui-là. Hein. Oui, avec le grand fight, là. Le super fight final. Là. Oui. Ouais, alors je vais en dire quelques mots. C'est intéressant parce que Katsu était quelqu'un qui était impatient et toujours frustré. Et il avait horreur de se répéter, faire la même chose en fait. Et il était très malheureux lorsqu'il a fait en fait la série Zatoichi pour la télévision. Parce qu'il avait l'impression d'être enfermé dans un cycle perpétuel en fait. Donc c'est à la fois source de succès pour lui parce qu'il a gagné sa vie et bien avec Zatoichi notamment, mais il était enfermé là-dedans. Mais vraiment enfermé, et je crois quand il a fait le dernier film en 89, il était vraiment encore plus enfermé là-dedans, et il a fait beaucoup de bêtises sur ce film. Et il était en roue libre, pour reprendre l'expression tout à l'heure. Et donc en fait, lorsqu'il fait Route sanglante, lui, il aime bien les scènes de sabre, hein, Katsu, comme Wakayama. Et il est un peu frustré par les scènes qu'il filme, et parce qu'il a besoin d'acteurs très très forts au sabre pour aussi mettre en valeur Zatoichi. Et Zatoichi peut pas tuer continuellement des sous-fifres ou ça. Donc là, ils le mettent face à un samouraï. Il n'arrive pas à le tuer de toute façon. Il n'arrive pas à le tuer à la fin du film. Hein, il le blesse, c'est tout. Et en fait, ils sont allés chercher Jushiro Konoe, qui était cet acteur qui jouait notamment dans la saga Ninja Bugeicho à la Toei, qui était un acteur très physique, très sportif,
est vraiment très fort au maniement du sabre, qui était une sorte un peu l'équivalent d'un Wakayama. Et parce que Wakatsu aimait bien jouer avec son frère, mais il pouvait pas, tous les 4 films, ne pouvaient pas mettre Wakayama en adversaire, impossible. Donc là, ils sont allés débaucher Konoe, qui à l'époque faisait de la télé. Parce que bon, les acteurs faisaient pas mal de télé aussi à l'époque, parce que le cinéma commençait, le film de sabre commençait, le cinéma de sabre commençait à décliner. Il y avait moins de rôles, et les acteurs qui aimaient beaucoup le cinéma de sabre finissaient par partir à la télé, faire des séries. Et donc, quand ils sont allés trouver Konoe, il était, mais ouf, il a sauté sur l'occasion, il était heureux comme tout. Il s'est dit, je vais faire l'idée de faire un très beau film de Kenji Misumi à la Daiei, un Zatoichi, etc., un film populaire, c'était très alléchant. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu faire en fait ce magnifique duel final sous la neige, filmé au cordeau par Misumi. Et ça s'appelle, traditionnellement, ça s'appelle un Miseba. Voilà, c'est ce combat, ce duel final, qui est vraiment, moi, qui m'a électrisé quand je l'ai vu. C'est une des plus belles scènes de combat au sabre, je trouve, dans le cinéma japonais. Ouais. Est-ce que c'est dans celui-là où il lance le sabre, il met des coups de poing et des coups de pied un peu? Est-ce que c'est dans Route sanglante? Je m'en souviens plus. Je crois qu'il y a une singularité dans le combat. Mais pas dans ce combat-là, mais dans l'épisode. Ouais. Zatoichi, c'est un truc à découvrir, en effet, c'est intéressant. Vous voulez peut-être, parce que c'est peut-être parmi les plus connus, on attaque Baby Cart quand même, comme ça on se défoule. Alors bon, Baby Cart, c'est là, on l'a dit, hein, l'adaptation d'un manga, et on a dit tout à l'heure que c'était le manga le plus vendu aux États-Unis pendant longtemps, et en fait, ça ne m'étonne pas, parce que plus d'ailleurs le film que le manga, je trouve qu'il y a un côté pulp qui pourrait bien parler aux Américains. Alors, je ne dis pas que ça a été travaillé dans cette idée-là, mais il y a ce côté qui, je pense, peut parler beaucoup aux Américains. Et puis, l'histoire en elle-même, le problème de la saga, c'est qu'il n'y a pas de fin. Et ça, c'est le seul souci, il n'y a pas d'histoire de fin. Vous me direz, est-ce que Zatoichi, il y a une fin? Non, mais c'est une errance perpétuelle, justement. Tandis que là, il y a quand même une histoire. Le manga, il a une histoire, on va dire. Et ce qui est très étrange, c'est que là, on est dans le côté un peu fou, c'est-à-dire sexe, geyser de sang, je veux dire, éducation des enfants qui non seulement voient le papa trucider des gens, mais qui en plus au passage appuient sur les boutons pour eux-mêmes trucider des gens. Je veux dire, c'est une saga qui est beaucoup plus, ouais, j'ai envie de dire pulp pour parler un peu à tout le monde, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu peux commencer? Vas-y. Non, mais... Moi, je vais peut-être quelques mots sur la genèse, en fait, pour comprendre aussi. Ouais. C'est une saga, on sait que Tarantino en est fan. Et bon, il a repris les geysers de sang pour son Kill Bill. Ouais. Tu veux dire que pendant des années, tous ceux qui disaient hey, c'est des geysers de sang comme dans Kill Bill, c'était des incultes? Pardon, vas-y, continue. Je profite. Une fois qu'on a un peu de culture, je profite. Enfin, que j'ai un peu de culture, je profite. Et donc, en fait, on associe Baby Cart à une forme de violence très graphique, très cinéma d'exploitation. Comme je crois que je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas que ça, il y a le rapport père-fils qui est assez fascinant, assez pervers aussi. Et c'est vraiment voulu par Koike. Et Koike, dont le credo était un peu d'aller là où de gratter un peu plus le vernis et, de manière commerciale, assumée. Parce que si on questionne, par exemple, j'avais interviewé un assistant réalisateur des années 70 au Japon, et il m'avait dit, mais la Bible, pour nous, c'est pas du tout Baby Cart. Hein. Pour nous, la Bible, c'est Shirato Sanpei. C'est les mangas de Shirato Sanpei des années 60, et qui sont vraiment contestataires. Il m'avait dit, chez Koike, c'est pas vraiment contestataire. C'est un rapport, comment dire, c'est un rapport fascination-répulsion pour la figure du samouraï. Koike étant lui-même issu d'une famille samouraï et qui se posait des questions. J'avais monté une interview de lui pour le documentaire que j'avais fait en 2005, je crois. Et on lui avait posé une question sur le Bushido et il se posait la question de son propre rapport au Bushido dont tu as parlé, Antoine. Et il se disait, sa question c'était, est-ce que j'aurais pu être un samouraï? Et qu'est-ce que ça aurait impliqué dans ma vie si j'avais été un samouraï et non un dessinateur de manga, un créateur de manga? Et c'était assez intéressant sa réponse. C'était, j'aurais pas pu finalement.
parce que voilà, la société a changé, on est tourné vers la vie, la consommation, les divertissements, et l'ascétisme du samouraï, qu'il soit idéalisé ou pas, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué pour nos générations. Et à moins de vouloir s'entraîner au sabre dans son salon, tout seul, tous les jours. Voilà, c'est une vie, voilà, c'est une vie qui a un aspect moral aussi, culturel, intellectuel, voilà, qui intéressait beaucoup Kazuo Koike. Et par-delà ça, il a voulu aussi poser la question des rapports justement entre la génération des pères et la génération des enfants dans la société de l'après-guerre. Et donc en fait, c'est Wakayama qui a voulu créer l'adaptation, qui a voulu adapter ça au cinéma, parce que lui, il était très friand de Gekiga, les mangas réalistes, adultes, plus adultes que les mangas de Tezuka. Et donc Katsu a dit OK, puisqu'en fait ça a été produit par la société de Katsu. Et c'est une saga, en fait, si on résume, c'est une saga qui a été créée lorsque la Daiei a vraiment chuté et disparu. Elle a fait faillite. Et ils l'ont tournée un peu de façon bric et broc, à droite et à gauche, mais avec une équipe de techniciens, d'artisans, on revient au mot artisan, shokuni, assez extraordinaire, avec un monteur parfait, Taniguchi Toshio, qui était en pleine maturité, avec des cadreurs, des chefs opérateurs extraordinaires, bon, Miyazawa Kazuo qui était le plus âgé, le plus capé, et Chikashi Makiura qui était un extraordinaire chef opérateur qui avait filmé des Zatoichi bien sûr, Morita Fujio qui est quelqu'un qui est au niveau du chromatisme, qui est super doué, très pointu et qui avait filmé Itokiri de Gosha, qui avait filmé aussi des Zatoichi. Donc ils ont une équipe absolument extraordinaire. Ils ont Gengon Nakaoka à l'éclairage, qui était un technicien, mais il t'éclairait n'importe quel décor en 15 minutes, il savait exactement ce qu'il fallait faire, Gengon Nakaoka. Ils avaient un ingénieur son, on le voit dans un documentaire sur Babycart, qui était un expérimentateur fou, avec une console gigantesque. Et « Ouh, quel son je vais essayer aujourd'hui dans une scène de Babycart !» Donc il y a toutes sortes de sons assez savoureux. Donc voilà, ils ont fait ça vraiment... ils ont fait ça pour perpétuer quelques années l'âge d'or du cinéma de studio nippon qui était en train de s'écrouler, mais vraiment littéralement, du moins à la Daiei. Voilà. Et donc ils ont dû filmer à droite à gauche, le studio de la Shochiku, ils ont dû trouver de l'argent pour compléter les budgets, etc. Mais heureusement, ils ont passé un accord avec la Toho, un puissant studio de distribution aussi. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont, dans le cadre de double programme, un film Wakayama, un film Katsu, ils ont pu pendant quelques années obtenir un vrai succès commercial et faire vivre encore quelques années confortablement les équipes du studio Daiei. Voilà pour la genèse. Après, je te passe la parole, Antoine, pour le côté, je sais pas, le côté pulp et tout le reste. Pour revenir sur le plaisir esthétique que l'on prend souvent quand on regarde la saga, en plus du plaisir spectaculaire, le plaisir esthétique, évidemment, tu viens de le dire, c'est toutes les singularités qui sont liées à l'équipe technique formelle. Et donc là, c'est sûr que la saga, elle offre à chaque fois, sur tous les rituels de mise à mort, sur toutes les séquences de flashback, que des expérimentations audiovisuelles. Donc il y a un gros travail sur la matière, la texture, à chaque fois qu'il y a une nouvelle arme. En plus, il y a tout un inventaire de nouvelles armes, etc. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle arme, il y a un son qui est créé pour son implication avec la matière. Donc si on a l'oreille un petit peu, c'est très agréable aussi. Et pareil, singularité sur tous les décors, des décors qu'on n'avait jamais vus utilisés comme ça pour mettre en scène ces scènes d'action-là. Les chorégraphies aussi, des chorégraphies de plus en plus spectaculaires où on sent l'influence du Wuxian Pian, du Western Spaghetti, évidemment là tout se mélange un petit peu, c'est très hybride, une sorte de pot-pourri un peu postmoderne en avance sur son temps qui met tout à égalité. Moi, finalement, au-delà de ce plaisir un peu formel qui peut paraître très moderne pour l'époque et aujourd'hui qui ferait en fait, c'est presque la norme de faire ce qui est fait là-dedans dans le cinéma et Tarantino est devenu une norme à part entière, c'est peut-être encore qu'il arrive à distiller, et donc là je ne sais pas si c'est de son fait ou pas, mais des réflexions un petit peu éthiques sur cette pulsion de mort, etc. Parce que Ito Uegami, il est quand même, par rapport à Zatoichi qui avait encore un peu de lucidité, lui, il est impliqué dans un truc qu'il subit pleinement. Et du coup, c'est une lente et longue agonie, un purgatoire
perpétuelle et tout, et il génère cette pulsion morbide sur laquelle lui aimerait en sortir, parce que lui, il cherche quoi? Il cherche à mourir, en fait, il n'a qu'une envie, c'est que ça se termine. Et comme il est mortel, ça ne se termine jamais, alors qu'il a des assaillants de plus en plus difficiles. Et donc, c'est vraiment la phase, pour ça qu'on dit souvent, il y a un côté plus de croyance, etc. Et c'est vrai que c'est un peu difficile à regarder, parce qu'on a un héros qui s'accorde parfaitement à l'univers, qui est totalement décadent, avec un héros qui est lui-même totalement décadent. Et quand tu disais il y avait une relation père-fils, moi je la trouve d'une ambiguïté dingue, parce que on est la norme, ce serait d'être dans un rapport de transmission. Et là, il lui transmet de la violence. Donc, on se dit, bah, c'est pas un super bon père. Et en plus, le regard qui, normalement, si on était dans un récit éclaté à plusieurs points de vue, alors qu'on est toujours dans la subjectivité, on devrait dire, quand on tombe sur le regard du gamin, on devrait avoir une sortie un peu libératrice en mode, là, ce que fait mon père, c'est pas très bien et tout. Mais en fait, quand on voit le regard du gamin, mono-expressif, froid, etc., c'est le vide, c'est la coquille vide. On se dit, non, mais attends, on n'a rien pour s'accrocher. Il y a peut-être une micro-scène dans le 2 où il va lui chercher de l'eau et il lui ramène de l'eau quand il est blessé. On dit, ah ouais, là, il y a un petit côté humain et la relation devient un peu fine. Mais sinon, à chaque fois, il n'y a pas d'échange, c'est taiseux. Quand l'un se fait torturer, l'autre regarde ça, il n'y a pas de réaction, etc. Donc, on est un peu, au niveau affect, c'est très perturbé. Ils sont vraiment, ils ont plus d'émotions. On leur a enlevé toutes leurs émotions et du coup, c'est en transfert affectif pour le spectateur, c'est un peu dur. Donc, on se rattrape sur le côté plaisir esthétique. Et par contre, moi j'adore, c'est le 3e épisode où il fait venir le personnage de Tetsuro Tamba, je ne sais plus comment elle s'appelle, le héros, et là il pose vraiment des questions sur qu'est-ce qu'être un samouraï, etc. Et les réponses sont hyper savoureuses sur, je sais plus, il lui dit c'est vivre avec la mort, et donc c'est pas forcément chercher la belle mort comme faisait Rezo Ishikawa. Donc il y a toute une réflexion arrivée à maturité à la fin, et là on s'attendait pas que cette saga-là pose ces questions-là, quand on était vraiment dans de la série, entre guillemets, de la série B, où on multiplie les méchants un peu racoleurs avec des trucs un peu différents, ce qui est très fun, très ludique. Mais il y a quand même encore des petits moments où on sent que Mizumi continue un petit peu à questionner cette philosophie samouraï, son rapport au Bushido, etc. Et ça, c'est assez séduisant quand même. Et on peut encore raccrocher ce wagon baby cart au train de la mort nippon de la Seconde Guerre mondiale, avec aussi la figure en quelque sorte du père indigne, parce que un père indigne n'envoie pas ses enfants à la mort, et c'est un peu ce qui s'est passé. Tu les as évoqués, hein. Je me souviens aussi, Antoine, les fameux kamikazes. Et donc, le père indigne n'envoie pas ses enfants, ses adolescents à la mort comme ils ont pu le faire avec les kamikazes. Et il y a cette morbidité un peu, cette perversion qui hante ce spectacle un peu pulp par ailleurs, mais ça reste un père, et on le voit dans la construction des films. Ça reste un père sensible et qui était prêt à sacrifier son enfant au début de l'histoire, mais l'enfant a choisi le sabre et non pas le ballon. Donc là, on est vraiment dans cette réflexion sur le père capable d'envoyer son enfant à la mort. Mais le père s'humanise quand même au fur et à mesure des films. Et je me souviens que dans le numéro 5, je crois, il attend son fils et il lui tend la main. Et il lui prend la main. Et je pense que c'est probable, hein, Mizumi a aussi voulu cristalliser dans ses plans, dans ses scènes, le rapport lui en tant que fils un peu abandonné, délaissé par son père et éduqué à distance avec seulement un peu d'argent. Et il a voulu cristalliser les propres rapports qu'il avait, un peu de aversion et amour quand même avec son propre père. Je pense que si ça nous touche, c'est aussi pour ça. Bien sûr, ça nous touche parce que ça dépeint le personnage de Ito Ogami sous un jour un peu plus sensible. Traditionnellement, c'est vraiment c'est l'archétype du samouraï. Au japonais, on dit Kobushizen. Donc c'est le samouraï sans expression fixe. Et après, c'est au créateur, au cinéaste de creuser un peu ça et d'aller chercher l'émotion. Et Mizumi le fait avec son habituelle réserve. Il ne va pas y avoir des fusions, il n'y a jamais des fusions d'émotions. Il n'y a que à travers Zatoichi qui peut un peu faire pleurer ses personnages, ou un petit peu à travers Tuer aussi, où il arrive à vraiment à défaire complètement le personnage de Raizo Ichikawa, et quand il s'abîme dans l'alcool et qu'il pleure en quelque sorte à travers
à travers l'alcool, il pleure les femmes qu'il a vu mourir, etc. Mais voilà, moi j'aime bien cette émotion aussi qu'on trouve. Je me souviens que Kazuma Nozawa, le biographe de Misumi, m'avait dit, moi aussi c'est ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qu'on voit dans certaines scènes de Baby Cart, plus que les geysers de sang. Mais c'est vrai que Koike, c'est quelqu'un d'assez ambigu, je trouve. Pour moi, hein, si je regarde un peu Baby Cart, c'est vrai que c'est ambigu. C'est pas, voilà, c'est pas clair. C'est pas clair le message. Il faut le chercher. Bien sûr. Et comme lui, il prend la position et on a cette symbolique au début, au générique, où il est au centre et de l'image, etc., on a du mal à identifier quelle symbolique, forcément, serait le feu et l'eau. Et du coup, là, ça me fait penser, mais c'est vrai que comme il n'y a pas la mère et décède, etc., il doit aussi remplir, et c'était un peu le cas de Zatoichi, le rôle de père et de mère, donc à la fois protecteur, nourricier, et dans des trucs très clichés normés, etc. Et donc, c'est vrai que ça rapproche la scène dont tu parles, où il doit aussi penser à avoir le rôle de mère par rapport aux situations. J'ai de la peine à cerner ma pensée, mais c'est ce que vous avez dit, mais je le vois plutôt comme si c'était un père dans une situation pas possible. Déjà, je pense qu'il faut prendre Baby Cart comme un concept avant tout. Tu vois, c'est le concept du samouraï errant, sauf que cette fois-ci, il n'est pas juste samouraï errant tout court, il est samouraï errant avec son gamin. Déjà, tu vois, donc c'est plus le principe de base. Et ensuite, le rapport qu'il a avec l'enfant, c'est vrai que c'est particulier parce que c'est un rapport qui est très froid, qui est très, mais en même temps, il s'occupe de son gamin, il le nourrit, etc., etc. Donc il y a pour moi un peu d'un côté le stéréotype, je ne sais même pas si c'est le terme, mais vraiment du samouraï errant en mode badass, mais il a un gamin. Donc voilà, vous avez compris. C'est voulu par Koike en tout cas, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça l'envie à la base de Baby Cart, de faire du spectacle de sabre, du spectacle autour du concept de sakki en japonais, donc la pulsion meurtrière, la pulsion de violence. C'est aussi un concept, je crois, d'arts martiaux, sakki. C'est sur l'agression permanente. Et aussi contrebalancer ça avec ce père qui a une faiblesse, qui est son fils, mais qui finalement va faire sa force parce que c'est ce qui le rattache à l'humanité, aux émotions, etc. C'est ce qui est beau dans Baby Cart. C'est vrai que si c'était simplement un samouraï errant seul qui trucide tout le monde pour 500 ryos, au bout d'un moment, on décrocherait. Après, les trois premiers, franchement, les scènes spectaculaires de combat, elles sont quand même bourrées d'inventivité sonore, visuelle, et avec des personnages typecastés, avec des têtes pas possibles, etc. Ça suffit quand même déjà à son petit bonheur, parce que c'est vrai qu'ils ont sorti les Amazones dans l'épisode 2, elles ont des scènes incroyables où elles lynchent leurs employés, je crois, enfin, ceux qui les... Oui. Enfin, il y a vraiment des séquences qui sont assez presque cultes, et on les oublie pas, quoi. Parce que à la fois au travail de mise en scène, enfin, ce qui est très agréable dans ce cinéma un peu de série qui s'enchaîne, c'est que toujours essayer d'accorder au méchant, à l'antagoniste, de la valeur, et donc de lui proposer une scène de combat où notre héros est pas là, et ils vont tuer de manière très stratégique et inventive d'autres méchants. Et c'est vrai que du coup, de s'attarder, et même dans l'épisode 3, là, quand il y a les trois qui le suivent là jusqu'au désert, eux-mêmes ont droit à leur scène qui leur donne une plus-value pour... Quand le combat final arrive, on est vraiment le combat ultime qui puisse arriver. Et ça, de s'attarder et d'offrir des scènes comme ça très spectaculaires aux antagonistes, c'est aussi très, très agréable. Parce que souvent, les antagonistes dans ces films-là, on a l'impression qu'ils sont juste là pour se faire tuer, alors que là, non, il y a quand même un petit souci de détail un peu succulent et subversif à leur donner, quoi. Mais c'est vrai que ce sont des films créatifs, quoi, qui ont des idées de mise en scène. Le premier, il est encore un petit peu plus mesuré, tu sens que c'est un peu la mise en place, mais aussi, c'est comme on a l'origine story, on va dire, du personnage. Il y a ce côté plus dramatique, mais le 2, il se lâche. Hein, le 2, il fait « Allez, c'est parti, lâchez-vous ». Je crois que le 2, il adapte, je sais plus combien d'histoires du manga, parce que ce sont des petites histoires, hein, en gros. Hein, et il en adapte, je sais plus combien, et c'est en mode, allez, c'est parti, YOLO, c'est la fête, c'est la fête, allez, on se lâche. Si vous voulez un petit peu un moment un peu plus léger, moi, l'histoire qu'on m'avait racontée, qui m'avait fait hurler de rire, je rigole dès que j'y pense. Donc, ils ont réalisé le 3, et il faut savoir que Koike, en fait, on ne le sait peut-être pas, mais aussi c'est un très bon parolier. Qui a notamment qui a écrit la chanson générique, je crois, de Mazinger Z. Donc en fait, c'est sous un nom d'emprunt.
il a Adana, un pseudo, il était parolier. Et donc, en fait, ils avaient l'idée de mettre une chanson, bien sûr, dans Babycast. Je ne sais plus si elle est écrite par Koike. Là, je me souviens plus. Aidez-moi si vous avez l'anecdote. Et donc, à la fin du 3, et je crois, il est complètement, il est pratiquement en lambeau, là, Ito Ogami, avec le landau sur le chemin poussiéreux, et puis il y a une chanson. C'est ça, hein. Et donc, j'imagine qu'ils ont bien dû écrire la chanson, l'enregistrer, etc., que ça a pris du temps. Sauf que, apparemment, Katsu n'était pas au courant. J'étais un peu étonné. C'est le producteur, il n'est pas au courant. Donc, ils font la projection du film, et arrive la chanson. Et là, Katsu fait... Il y a une chanson? Mais il n'a pas dit qu'il y avait une chanson. Et on a dit, si, on avait prévu de faire une chanson. Non, je n'étais pas au courant qu'il y avait une chanson. Et qui c'est qui chante? C'est mon frère. Mais il chante très mal, mon frère. Ça va pas du tout. Mais écoutez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il sait pas chanter, mon frère. Non, mais vous allez m'enlever cette chanson, c'est pas possible. Et là, toute l'équipe, ils ont commencé à suivre la grosse goutte parce que le film il sort dans quelques jours, on n'a pas le temps de. Non, mon frère il sait pas chanter, vous m'enlevez cette chanson. Alors, j'ose pas imaginer les rapports, la relation entre Wakayama et Katsu, la dispute, mais du coup, donc Katsu a voulu qu'ils enlèvent la chanson et ils ont fait comprendre à Katsu en fait qu'il n'y avait plus le temps, donc elle allait rester. Donc elle est restée. J'imagine que Katsu était furieux. Mais donc cette chanson en fait était refusée par le producteur Shintaro Katsu lui-même. Voilà. Donc en fait, ils s'entendaient pas toujours. En fait, Katsu, quand il voyait les rushs, il disait parfois dis donc, Tomi Saburo, là tu joues mal. Allez, refaites le plan. Je te trouve pas assez inexpressif sur ce plan. Tu peux le refaire? C'est pas assez inexpressif. Moins expressif. C'est exactement ce qu'il lui avait dit sur un plan. Il avait dit là tu surjoues. Moins expressif, Tomi Saburo. Refaites le plan. Surtout qu'au passage de Saburo Wakayama dans le film, je trouve qu'il a une présence comme ça. Dans le coffret HK Vidéo, ils disent c'est comme un taureau, c'est exactement ça, un gros buffle que là. Oui, il était allé voir Koike et il lui avait dit ça se passait de manière verbale à cette époque, hein, c'était pas je contacte l'agent 2, etc. Donc il va voir Koike directement et il lui dit un truc du style bon, je suis gros, ou enveloppé, soyons un peu plus gentils avec lui. Je suis enveloppé, mais je suis fait pour ce rôle. C'est vrai que le personnage est très beau. Oui, il est très beau, il est assez fin dans le manga et Wakayama était un peu enveloppé, enrobé. Ouais. Et là, il fait un tombeau devant lui, il fait un saut périlleux et après, il lui fait une démonstration devant Koike avec je crois, un sabre de bois, il me semble, dans un jardin. Et Koike fait alors, qu'est-ce que vous en pensez? Même je suis enveloppé, le rôle est pour moi. Je le prends. Et Koike fait bon, d'accord. Tout de suite, on signe. Au passage, le film, il est plus fou que le manga. Dans le sens où le manga, il a des trucs, mais je veux dire, finalement, les scènes de combat, bon, il y a des, on appelle ça, des onomatopées, des trucs, des machins, ok. Mais dans le film, le côté, ils ont mangifié l'image pour que justement, quand le gars il est en train de mourir comme ça, puis il y a le sang, bam, ça fasse le geyser de sang. En fait, le fait de le refaire au cinéma, il donne vraiment un caractère différent. Oh, ils étaient spécialisés des geysers de sang, hein, t'inquiète pas. Mais en fait, une petite anecdote et j'arrête là-dessus. Koike était chargé d'écrire les scénarios, mais Koike disait de lui-même qu'il était un horrible scénariste et il avait un mal fou, surtout qu'il travaillait en même temps sur la suite de son manga, donc ça se bousculait un peu dans sa tête et il avait du mal à écrire les scénarios, il était en retard et du coup ils ont beaucoup improvisé en fait. Et Koike avait raconté un jour, Misumi l'appelle et lui dit alors ce scénario ça vient? Il dit oh là là, je suis désolé monsieur Misumi, j'ai du mal, etc. mais je m'y emploie et tenez, j'ai une idée. Alors qu'est-ce que vous avez comme idée? Lorsqu'il y a un personnage qui court vers Ogami, peut-être qu'à la fin, quand il arrive sur Ogami, on pourrait faire surgir un deuxième personnage de derrière. Vous vous souvenez de cette scène? C'est venu comme ça, c'est venu d'une idée comme ça, au débeauté de Koike, reprise par Misumi au téléphone, et on va faire ça. Voilà, c'était ce genre de collaboration et c'était sympa.
Et c'est marrant, bah, je crois qu'il le disait dans le bonus HK vidéo, il me semble, souvenir d'époque, je ne l'ai pas revu à ce niveau-là, mais c'est une scène qui cristallise tellement Baby Cart, c'est-à-dire il se bat, il lui plante l'épée, poum, et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Poum, il bloque l'épée en fait dans sa tête. Son but, c'était, il se sacrifie pour se prendre le coup d'épée, pour le bloquer, pour qu'il y en ait un autre qui saute par derrière et essayer de le tuer. En fait, c'est tout l'esprit est là, quoi, je veux dire. Tout l'esprit Baby Cart est dans cette scène, quoi. Oui, l'idée gadget, en fait. Ouais, voilà. Donc, ouais, Baby Cart, c'est très bien. Autre chose à dire sur Baby Cart? On propose d'autres films de réalisateurs qui sont immanquables, ça vous? Moi, c'est bon, on peut faire d'autres films. Ouais, bah alors... En fait, je pense qu'on a parlé des aspects sombres avec Antoine et avec toi. Et en fait, je pense qu'on est très loin du compte. Moi, c'est mon petit soupçon vis-à-vis de Misumi. C'est que ce qu'on m'en a raconté au Japon ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on en a. On pourrait déjà avoir à travers ces films l'image de quelqu'un d'assez sombre, assez austère quand même. Oui, ça on est d'accord. Oui, mais ce qu'on m'a raconté, ça va encore plus loin. Ce qu'on m'a dit en fait, ça n'a rien de secret, je crois que c'est même dans un bonus, c'est qu'en fait, il est revenu mais torturé de son emprisonnement en Sibérie. Il devait repérer les avions ennemis dans les landes de la Mandchourie, je crois. Et il a été capturé par l'armée russe et il a été envoyé dans un camp de détention en Sibérie. Et là, son seul réconfort, c'était les pièces de théâtre qu'il montait avec divers prisonniers, dont le futur chef décorateur Nishioka. Mais quand il est revenu au Japon, il n'a jamais voulu parler de son expérience de la guerre. Il faut savoir que ceux qui revenaient du Japon étaient interrogés systématiquement par les Américains parce que, pour voir s'ils n'avaient pas été convertis au communisme, ce qui était un petit peu le cas de Uchida Tomu, quand il est revenu bien plus tard de Chine. Et donc Misumi a refusé de parler aux autorités américaines. Donc c'était quelqu'un d'inflexible. Mais c'est quelqu'un qui était, à partir de ce moment-là, qui était fasciné par la cruauté humaine. Et on m'avait dit qu'en fait, il était fasciné à ce point-là, qu'en fait, il était devenu collectionneur d'images érotico-grotesques. Apparemment, il y avait un club au sein de la Daiei, le club secret, il fallait peut-être appuyer sur un bouton spécial dans telle pièce pour accéder à travers la paroi, je ne sais pas. Il faisait partie d'un club d'amateurs d'estampes érotiques et érotico-grotesques. Et en fait, l'œuvre qu'il rêvait d'adapter à l'écran, et ça m'avait scotché, c'était un roman de Norio Nanjo, qu'on a évoqué tout à l'heure pour les contes de la cruauté. Et c'était le récit le plus cruel de Norio Nanjo. C'est le récit qui raconte la mutilation d'un samouraï. On lui coupe les 2 bras. Ah, il ne joue pas dans le Monty Python, hein, cherchez pas. On lui coupe les 2 bras, les 2 jambes et on l'abandonne dans des latrines. Et ça, Misumi disait « J'achète, je veux !» Et c'est ça qu'il voulait adapter. Ça en dit long quand même sur ce qu'il travaillait quoi, intérieurement. En fait, j'ai envie de dire toute la décadence justement qu'il y avait sous les belles images esthétiques. C'était quelqu'un qui était vraiment torturé, je pense, et qui s'est très peu exprimé. Donc évidemment, on peut que deviner à travers les films. Alors Antoine, tu voulais parler d'un film, évoquer un film? Alors, oui, moi, son dernier film, Les Derniers Samouraïs. Son dernier film, c'est celui que je préfère. Alors, je veux dire pourquoi je préfère, parce que bon, j'adore le plaisir esthétique et du coup, là, on pourrait dire qu'il est un petit peu, entre guillemets, moindre, mais pas tant que ça, parce que là, en fait, c'est juste l'impression de réalité est plus forte, donc c'est une esthétique réaliste, le dernier. Parce que c'est plus un genre biopic où on s'attache, où la temporalité historique est importante, et on va donner des effets qu'on pourrait qualifier de documentaires, c'est-à-dire qu'on va donner des informations par rapport à l'époque, etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de Gengeki, c'est qu'aussi, il y a cette approche historique des événements. Et du coup, là, on retrace cette transition que j'adore, moi, c'est-à-dire le passage de la fin de la féodalité au monde occidentalisé et en gros moderne. Et du coup, de voir, et là, c'est la première fois qu'il fait ça, entre guillemets, c'est d'avoir pu un récit à focalisation restreinte avec qu'un seul personnage, où on sera en subjectivité, donc soit il est fou, soit il est totalement nihiliste, soit il est humaniste, etc., mais récit éclaté, plusieurs personnages. Et quand on met plusieurs personnages, ça va nous permettre de sortir de ce qu'on appelle une sorte
monde un peu manichéen où il y aurait les bons et les méchants, etc. Et là, on a plusieurs entités. Des entités qui appartiennent au pro-shogun, des entités qui appartiennent au pro-empereur, et une troisième entité tierce qui va être le regard observateur de ce qui se passe et qui ne va pas pouvoir choisir dans quel camp, etc. Et en fait, d'avoir ces trois personnages, mais en fait, ils sont un peu plus de trois, mais et qui vont être des amis en plus, parce qu'ils sont unis par les mêmes valeurs, par la communauté samouraï, et de voir qu'en fait, ils sont dans des guerres et que face au progrès, entre guillemets, face à l'avancée de l'histoire, etc., ils ne peuvent rien faire. Et ça, c'est hyper déprimant, c'est en gros hyper mélancolique, et on a une fin qui est tout à fait, entre guillemets, impression de réalité forte, où en fait, le monde avance, et on a un dernier baroud d'honneur avec des héros anachroniques qui font, entre guillemets, leur bataille à côté, alors que le monde est en marche de l'autre côté et tout, et ça, j'adore, et ça évoque évidemment tout le cinéma de Léon, Il était une fois dans l'Ouest, La Porte du Paradis, des films comme ça qui terminent sur des périodes de transition et qui font voilà, un gros affect mélancolique sur la fin des héros, mais lucide que le monde avance et que de toute manière, c'est terminé pour eux. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Et donc, je trouve ça terrible. Et c'est très rarement le cas dans les films qu'on vient de citer, qu'on a fait, parce que comme il était dans un monde un peu monodualiste, avec manichéen, avec des bons et des méchants, et qu'on était de toute façon toujours en sympathie avec un seul héros, ou même quand on a de l'antipathie, parce que c'est vrai que les personnages de Rezo Ishikawa, ils sont parfois un peu antipathiques, hein, on n'a pas, ça, comme il dit, hein, ils ont tellement des troubles intérieurs que tu n'as pas envie d'être leur pote. Mais là, on a vraiment différents types de personnages, donc on peut s'attacher et comprendre les enjeux. Pourquoi je serais pro-impérial à cette époque-là, pourquoi je serais pro-clan, pro-shogun, etc. Et, tout. Et donc là, je trouve que c'est totalement fascinant. En plus, ça parle des institutions, la Shizengumi, les différents clans qui étaient en place à ce moment-là, dans cette guerre du Boshin, qui était la guerre qui a permis, on va dire, les derniers affrontements entre les clans. Donc voilà, c'est assez fascinant, mais plus on enlève le plaisir esthétique, enfin il est moindre, et on met un plaisir documentarisant. On veut apprendre des choses. Et ça, j'adore, et je ne pensais pas capable d'offrir un dernier film un peu, on parle de film testamentaire, parce que c'est son dernier, il meurt très vite après, etc. Mais voilà, je trouve que ouais, voilà, il a amené un truc complètement nouveau, singulier, que je n'attendais pas de lui. Et du coup, c'est un vrai récit fleuve, hein, ça dure 2h30, etc. et tout, mais exigeant. Mais franchement, si on y va avec les bonnes approches, les bonnes attentes, c'est très, très gros plaisir. Moi, je trouve que c'est de la merde, ce film, parce qu'il dit pas qu'il y a un Français, là, au Japon, c'est n'importe quoi. C'est une insulte à l'histoire de la France, comme disent certains sur un film américain que j'ai précédemment cité. Donc, évidemment, je dis des conneries. Non, mais blague à part, il est un peu plus exigeant, d'ailleurs, que la version américaine. Hein. Il faut connaître un petit peu plus l'histoire japonaise. C'est clair que c'est oui. En mode, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Parce qu'elle est larguée. Donc, c'est pas un film que je conseille aux gens qui se disent tiens, je vais juste regarder un film avec des gens qui se tapent dessus. Non, clairement pas. Oui, je pense que vous l'aurez remarqué depuis le début, après 2h et quelques de vidéos. C'est pas forcément des films d'action. Hein. Faut pas les voir dans ce sens-là. Mais celui-là, je pense que faut connaître un petit poil plus le contexte, certaines personnes, ce qu'on a dit, guerre du Boshin et compagnie, pour citer des trucs qu'on a dit, Shinzengumi, c'est quoi, c'est qui, suivre un petit peu tout ça, ça peut être utile pour ce film, ce qui peut le rendre plus difficile d'accès quand même, globalement. Mais effectivement, Kenji Mitsui meurt très jeune, hein, 53 ans, je crois. On a évoqué, oui, tu as évoqué l'âge de sa mort au début. Il est mort très, très subitement, un problème au foie. Il a été hospitalisé, il est mort assez vite. Ça a été vraiment un choc pour toutes les équipes de l'Adae, pour Katsushi Taro. Ichikawa Daizo était déjà mort. Et en fait, il disait qu'il ressentait une certaine solitude à la fin de sa vie parce qu'il sentait que c'était la fin peut-être qu'il le sentait intérieurement sans pouvoir, sans évidemment pressentir sa mort, mais peut-être qu'il ressentait que c'était la fin d'une époque, tout simplement, le dernier âge d'or. Et que c'est vrai que ce film, Les Derniers Samouraïs, est venu à point nommé. Tristement, mais c'est vrai que c'est le film un peu testamentaire. C'est vrai. Oui, mais ce que je revenais, c'est marrant parce qu'on en parle finalement assez peu de ce film-là. Il est beaucoup plus connu pour ses expérimentations formelles, esthétiques et pour le gros plaisir esthétique qu'on prend. Et du coup, c'est en fait, bon, il est édité maintenant, il y a une sorte de réhabilitation qui est faite et tout, mais c'est vrai que en plus, rajouté aux côtés de testamentaire, dernier film, dernier écrit, il va à la Shoshiku, enfin, il change de studio, il prend les stars de ce studio-là, etc. Et tout. C'est vrai que les gens ont l'impression que ouais, il s'est un peu désavoué, c'était un peu la fin, il faisait plus vraiment ce qu'il faisait, mais du coup, moi, je l'ai trouvé presque plus personnel. Et là, l'anecdote que tu racontes, c'est
ça confirme ce côté presque plus personnel. Et pas juste le fait qu'il ait écrit ou coécrit le scénario. C'est vraiment, on a l'impression que d'un coup, il a mis en place avec on retrouve les types de personnages qu'on avait. On retrouve des Rezo Ishikawa, des Shintaro Katsu à l'intérieur des derniers samouraïs. C'est juste un film somme. C'est un peu cliché de dire ça quand c'est le dernier film du cinéaste et tout, mais franchement, c'était 2h30. Rien que la durée, on a l'impression que c'était pas possible. Jamais il faisait ça avant. Et du coup, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le studio Shishiku qui lui a permis de faire ça, ou les stars qu'il avait et qui lui permettaient d'aller sur ce genre d'histoire-là. Mais c'est vrai que moi, j'avais jamais eu une histoire racontée sur les derniers samouraïs avec une approche historique aussi forte en impression de réalité. Les dates, les noms. Et quand tu disais, Beau, que c'était exigeant et tout, moi, je n'y connaissais pas grand-chose quand j'y suis allé. Et c'est vrai que le premier visionnage a été exigeant. J'ai dit, ah ouais, où sont mes plaisirs spectaculaires, où est l'esthétique que j'avais aimé et tout. Mais en fait, au deuxième visionnage peut-être, je me suis dit, mais attends, mais on apprend tellement de choses, et en fait, on découvre, et voilà, on commence à se passionner pour les noms des personnages, et donc, c'est des personnages qui ont existé, et du coup, à part notre personnage fictionnel qui est le héros, tous les autres personnages ont existé, donc on voit comment ils sont morts, et on voit quelle relation ils avaient, et du coup, c'est une mélancolie de dingue à l'intérieur. Et si vous aimez, franchement, si vous aimez La Porte du Paradis, Pat Garrett et le Kid, tous les films qui génèrent cet théorisme un peu mélancolique à la fin, c'est un film parfait, ça. Oui, il a fait des grands films, en fait, presque paradoxalement, j'ai envie de dire, mais il a fait des grands films assez longs à la fin de sa carrière et de sa vie, pour le coup. Alors, le fait que le film fasse 2h20, etc., c'était des formats qui étaient qui étaient employés à l'époque par la Shochiku, qui produisait moins de Jidaigeki, mais qui essayait de produire des grands Jidaigeki avec des grands cinéastes. Donc ça, pour le coup, il avait vraiment, je pense, toute l'attitude pour faire un film long. Et moi, il y a un film aussi que je trouve qui est pas un grand film, mais qui est assez étonnant de la part de Misumi. C'est Devil's Temple en 69, qui est une adaptation de Tanizaki, qui est intéressante, qui a un casting intéressant. Pas que il y a beaucoup de stars. Oui, il y a beaucoup de stars. Et c'est un peu outré quand même, c'est un peu théâtral. Et il y a une scène de sabre, parce qu'il y a Katsu, peut-être pour le public, je ne sais pas. Mais c'est un film assez étonnant et assez où il essaye de traiter d'un thème très adulte. Et il est réussi parfois. J'aime beaucoup aussi Namida Gawa, film féminin, qui révèle là aussi une facette un peu différente. Je ne sais pas si on peut dire différente, parce que finalement, on parle de la sensibilité de quelqu'un. Ils sont obligés d'être féminins, donc au final, voilà. Ils ont tous une part de féminité. Exactement, il a une très forte part de féminité quand même, Misumi. Et en fait, il était réputé pour être assez froid et misanthrope, Misumi. C'était la réputation qu'il avait au sein du studio. Mais en fait, il y a une petite anecdote qui en dit long en fait sur cette image qui était assez fausse. C'est que lorsque Gosha est venu réaliser Itokiri, il y avait beaucoup de techniciens de la Daiei en 69 qui faisaient la gueule, parce que Gosha était un cinéaste venu de la télé qui était encore mal vu. Et il y a deux cinéastes qui lui ont dit des propos un peu plus amènes, un peu plus encourageants. Ça a été notamment Misumi, j'ai oublié le nom du deuxième. Mais Misumi a dit vous aurez peut-être quelques difficultés avec l'équipe qui va vous battre un peu froid au début, mais n'y faites pas attention. Ce sont des très bons artisans et je pense que vous ferez un grand film. Mais donc voilà, c'était pas quelqu'un de si froid, quoi. Toujours la sensibilité sous la froideur, sous le masque. On passe à un autre film. Alors ici, il y a quelqu'un qui nous demande de parler de ça. Ah Moi, j'ai vu que le premier épisode, il y a longtemps. Hanzo. Alors, j'ai fait un bonus, moi, là-dessus, sur Hanzo, en 2006. Ça te dit quelque chose, Beau? Tu les as vus ou pas, les bonus, non? Non, celui-là, on va dire que quand on me dit que c'est le principe d'un détective qui mène ses interrogatoires à coups d'entrejambe, et puis que la première scène du film, c'est un mec qui utilise une technique pour s'agrandir le sexe, voilà, c'est pas tout de suite ce qui m'a donné le plus envie, vous voyez. Moi, je suis cinéphile, vous voyez. Non, ce sont des bons films, en fait. C'est du Tori Monocho, donc c'est des enquêtes
à l'époque Edo, avec donc un enquêteur bien membré. Évidemment, c'est un peu un travail sur peut-être Dirty Harry, mais version plus sexuelle. Et parce qu'en fait, Koike était quelqu'un qui adorait travailler les références occidentales. Dans Baby Cart, il y en a plein. Il disait, je crois, il citait lui-même Alistair MacLean, James Bond et plein de choses. Et donc là, évidemment, il travaille un peu. C'est des films d'enquête, musclés, très érotiques, qui sont faits pour plaire à un certain type de public à une certaine époque. Et Misumi n'a réalisé que le premier. Et c'était dans l'idée aussi d'avoir des doubles programmes, donc Katsu, Wakayama. Et donc du coup, Wakayama a pris Baby Cart et Katsu a pris... Wakayama avait envie de faire aussi après Hanzo. Mais finalement, c'est le frère cadet Katsu qui a pris Hanzo. Et je pense qu'il s'est bien amusé. Misumi, je ne saurais pas vous dire ce que Misumi a pu ressentir sur ce genre de film, mais vu son attirance pour tout ce qui était érotico-grotesque, je pense qu'il était plutôt en terrain conquis. Voilà. Mais ça commence à remonter un petit peu, mais j'ai pas mal d'anecdotes sur le deuxième et le troisième, mais le premier, j'ai plus. C'est qui les réalise, le deuxième et le troisième? Mais après, tu as Masumura et je crois que tu as Inoue Yoshio. Donc, c'est pas... Là c'est plus un yes man, un peu. Et le deuxième, bon, bah, c'est Masumura, qui était assez érotique quand même. Et donc, voilà, ils se sont beaucoup amusés à faire ces films. Alors, oui, je vais revenir sur un film qu'on a déjà cité, mais je suis obligé d'en parler parce que je crois que, on va dire, je dis pas que les gens ne peuvent pas aimer ce film, mais j'ai un rapport particulier à ce film. C'est celui-là. J'ai forcément un rapport très particulier avec ce film parce que, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, j'ai donné des cours de karaté pendant plus de 10 ans. Et quand on donne des... il se marre déjà, le mec. J'adore. Il se dit, oh là, le lien qu'il va faire. En espagnol En espagnol Non, en français, avec un très bel accent dans la prononciation des techniques. Bref, je disais donc, j'ai donné des cours de karaté pendant plus de 10 ans, et quand tu donnes des cours d'arts martiaux, des fois, bon, déjà, tu as peut-être tendance à être plus royaliste que le roi, ce qui est un peu une des thématiques du film, d'une certaine manière. Et tu as aussi parfois une tendance à devoir être un petit peu plus extrême pour que les gens se bougent le derrière. Et quand tu vois le film où le mec il fait tout et n'importe quoi pour que le mec se bouge le derrière et qu'il est tellement à fond dedans qu'en fait ça devient négatif, ça devient néfaste, même si la fin du film, on sait pas trop, je sais pas ce que on va peut-être spoiler, mais la fin du film n'a pas l'air non plus de prendre... Enfin, elle prend un parti qui est plus surprenant par rapport à ce qu'on croit avoir avant, je reste un peu vague. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, quand on donne des... voilà, on a tendance un peu à devoir être un peu plus extrême que les autres pour que les autres se bougent un petit peu le derrière. Et des fois aussi, parce que évidemment, si j'étais prof de karaté, c'est parce que j'étais ultra fan de ce que je faisais. Donc forcément, je me suis un peu reconnu dans le personnage à des moments, et quand j'ai vu le film, j'ai fait... il faut se calmer. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce film, personnellement. Tu fais comme Mishima? Est-ce que tu fais du bodybuilding? Est-ce que... Non, bah, normalement tu fais trop avec des flèches dans le corps? Non, mais normalement, si tu fais du karaté, tu devrais faire les renforcements okinawaïens, là, je sais plus comment ils appellent ça, avec les différents outils, nous on les avait pas. Ouais. C'est compliqué, le sabre. Antoine, intellectuellement, ça te parle? Plus culturellement? Alors, du coup, moi, par rapport à ce film-là, je le trouve beaucoup plus exigeant que Les Derniers Samouraïs. Mais peut-être que la littérature déjà de Mishima et son approche peut-être du samouraï, je la trouve trop construite sur une mythologie qui vient du Hagakure, etc., de textes qui ont moralisé ce rapport-là et tout fait autour du rapport à la mort et au sacrifice et au culte du corps, détachement des choses, etc. Et c'est vrai que du coup, je trouve le film très austère. Et sur ce rapport, la concurrence, le duel dans le film, etc. Enfin, c'était une expérience qui était, pas désagréable, mais qui était difficile par rapport au film. Je ne sais pas pour toi, Robin, mais c'est pas un film que je trouve c'est compliqué, parce que c'est Mishima. Donc Mishima, c'est compliqué. Mais Mishima, c'est aussi le Japon. Hein, c'est une facette du Japon. Bien sûr. Et avec une beauté narcissique.
Oh là là, c'est vraiment compliqué. En fait, le projet, il est né, il est venu de Raizo Ishikawa. Donc cette fois, c'est inversé. C'est pas, on cherche un projet pour Raizo, c'est Raizo qui a voulu faire cette adaptation, qui connaissait Mishima, qui l'a proposé, qui est allé voir les producteurs de la Daiei et qui a dit on peut faire ce projet avec Misumi. Et donc à partir de là, ils ont fait un film beaucoup en décor naturel. Ils sont allés dans l'ancienne faculté de Misumi pour le filmer, il me semble, où ils ont trouvé un peu cet esprit du Japon d'autrefois que tu as perpétué avec tes leçons de karaté, où ils ont trouvé effectivement ces rapports très hiérarchisés avec le maître, les disciples, donc des rapports compliqués dans une société d'après-guerre en 64, où en fait Mishima critique les jeunes. Il critique le Japon de manière générale, bien sûr, mais il critique aussi la jeunesse nippone. Il critique la jeunesse nippone consumériste, qui devient consumériste, qui ne s'intéresse plus du tout au glorieux passé, et à des valeurs, des valeurs plus martiales et nostalgiques pour lui, et Japon impérial, etc. Mais en même temps, le film, il montre les plus anciens, qui eux sont moins extrêmes que le personnage principal, tu vois. Oui, mais c'est encore cette fascination de Reizo Ishikawa. À chaque fois, le personnage, il arrive dans le temps d'après, le pauvre. Malheureusement pour lui, il aurait dû naître un siècle avant et il arrive toujours le temps d'après. Donc, il ne voit des gens qui sont plus du tout connectés comme ça au côté traditionnel et tout. Et lui boit les paroles comme si c'était des paroles absolues. Et donc, il est forcément en décalage. Et donc, ça fait toujours, il est attrapé par l'univers, ça se passe pas bien. Et c'est ça qui est difficile à regarder. Mais les films de Ishikawa, finalement, c'est les plus difficiles à regarder, hein, parce qu'on a un personnage qui presque génère un peu d'antipathie, quoi. On est dans les transferts affectifs pour le spectateur, c'est pas évident. Et du coup, voilà, on peut être un peu déphasé, laisser de côté et tout. Mais si on aime bien les failles intérieures, si on aime bien les personnages troublés, c'est fascinant. C'est fascinant parce que nous aussi, on a nos fascinations dans notre vie occidentale, des objets fétiches, etc. Donc, une fois qu'on a accepté culturellement que là-bas, c'était la figure de samouraï, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est les super-héros, par exemple, mais du coup, c'est intéressant de voir que là, il déconstruit ça. Et tu as raison, les figures d'anciens sont souvent déjà beaucoup plus relâchées et beaucoup plus manipulatrices. Là, je fais un autre film que j'aime beaucoup, qui est un film, c'est Shinsengumi Chronicles, qui reparle aussi de la Shinsengumi. Et pareil, Kondo Izami, qui est un personnage historique du Japon et qui était chef de la Shinsengumi, lui, il est complètement désacralisé, ces trucs-là. Mais quand il voit les petits arriver, qui sont là, ah, la Shinsengumi, c'est comme l'ancien stand samouraï, vous avez les bonnes valeurs, etc. Et tout, il dit, oui, oui, venez ici, venez ici. Alors que lui, il est dans des guerres intestines en mode, je vais être le chef, je veux couper la tête de tel chef pour continuer à avoir du pouvoir et tout. Mais quand il est face aux jeunes, il fait, oui, on est des anciens samouraïs, héritage, etc. Et tout. Donc, il y a toujours ce décalage-là dans les films de Mizumi. Je vous prie, s'il vous plaît, d'arrêter de critiquer les clubs de karaté, s'il vous plaît. Oh non, non, critique. Parce que c'est exactement ça, le club de karaté. C'est ouais, c'est moi qui veux être plus gradé que lui, fédération, machin, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis après, il y a des invités, oui, non, mais vous savez, les arts martiaux, c'est. Après, non, mais on critique pas, on est ceinture noire Misumi, là. Ouais, non, mais je veux dire, ça, dans les arts martiaux, alors là, qu'est-ce qui se vante d'avoir des valeurs? Et puis après, tu regardes derrière, tu fais, ah ouais. Une petite chose, il y a un truc qui évidemment, il filme le samouraï dans la société. C'est un samouraï plongé dans la société d'après-guerre, où les jeunes sont plus intéressés par le divertissement que par les valeurs d'antan. Et il y a un truc qui rapproche, ils filment ça comme si c'était un Jidaigeki, un petit peu. Et ils ont rajouté un personnage féminin, c'est celui qui essaye la tentatrice, celle qui essaye de tenter le personnage de Raizo Ichikawa et de l'amener dans son lit, en quelque sorte. Et ça, en fait, c'est pas si éloigné que ça du Jidaigeki. Si vous regardez le col du Grand Bouddha, il est toujours poursuivi par une femme qui veut l'accompagner, qui veut vivre avec lui, etc. D'ailleurs, il a un enfant à un moment donné. Je crois il me semble qu'il le tue. Je sais plus, mais non, il tue sa compagne. Et si vous regardez Miyamoto Musashi, notamment dans le Tomu Uchida, où c'est très bien filmé ça. De temps en temps, il rencontre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Otoyo, Umatsu, je suis en train d'oublier le nom. Et elle lui dit, viens, elle essaye de la ramener vers la terre. Elle lui dit, non, je ne peux pas, la voix m'appelle, le sabre. Et il continue. Et donc, ils ont rajouté ce personnage féminin exactement pour ça,
pour voir La tentation, ouais. Là, pour tester la fortitude en fait du personnage qui est un jusqu'au-boutiste, qui est un personnage pathologique, parce qu'en fait on peut voir beaucoup de personnages de Mishima comme des personnages pathologiques, mais ils sont en décalage avec le réel, avec leur époque. C'était aussi quelque chose qu'on disait de Misumi, c'est-à-dire que c'est Misumi, on lui disait tu es pas né à la bonne époque, en fait, tu aurais dû vivre un siècle plus tôt. Voilà, c'est ce décalage en fait et la difficulté d'appréhender une nouvelle réalité après la guerre. Et évidemment, c'est souvent commenté à travers la morbidité, à travers l'autodestruction, etc., etc. Toutes ces choses. Dans le traité des 5 roues, donc dans le Gori no Sho, Musashi, il écrit faut pas se laisser avoir par les femmes qui te dévient de la voie. Hein. Il les a écrits. Hein. Donc il est mort. Oui, dans pas mal de Jidaigeki, il y a la femme tentatrice, aussi dans la saga Zatoichi aussi. C'est marrant de voir qu'ils ont rajouté spécifiquement un personnage féminin dans le sabre. Mais qui, au passage, je trouve, correspond en effet aux mœurs et à l'idée qu'il essaie de faire passer. Donc, je trouve mais ce qui est intéressant, par exemple, dans la fin du sabre, c'est qu'en fait, ils sont en train de lire, je crois, une lettre, ou c'est ça, une missive laissée par le personnage, je ne sais plus, je suis en train d'oublier, mais donc, ils sont émus, en fait. Ils sont émus par l'image que leur renvoie ce personnage d'un Japon avec lequel eux-mêmes ils sont en déconnexion affective en fait. C'est-à-dire que c'est un Japon qui leur paraît si loin mais qui est à la fois si proche. Quoi. Ouais, du coup, c'est quand même agréable d'avoir ces personnages féminins dans les récits parce que tout à l'heure, je faisais écho à Daigoro dans les Baby Cart où lui, on n'a pas le reflet du réel. C'est le vide. Il est comme son père, c'est vide. Et du coup, c'est presque agaçant. On a un peu de mal à s'identifier. Alors que quand il y a le personnage féminin, là, tu as un reflet du réel. Tu as les choses concrètes de la vie, les tentations. Et puis souvent, elles ont un regard attendri sur ces personnages. Et en particulier dans la période de Rezo Ishikawa, où quand elles le regardent, elles se disent ouais, ben, c'est un gamin qui est mal dans sa peau. Et on en revient un peu à cette logique-là, je vais l'aider, etc. Et tout. Et c'est souvent, c'est récurrent, c'est des choses qui reviennent. Tout à fait. Et quand Ichikawa avait filmé le Pavillon d'Or avec l'idée que c'était un personnage pathologique et qui s'abîmait dans sa propre pathologie. Et on sent, chez Misumi, beaucoup plus là aussi de réserve. Il est plus neutre. Et il y a cette froideur missumienne et il y a cette émotion un peu qui perle un tout petit peu à la fin. Et moi, ça me plaît en fait, parce qu'il ne juge pas le personnage. C'est pas un film moralisateur. C'est un film sur un décalage qui existe entre une culture qui a été prégnante jusqu'à une certaine époque et ce qu'elle a engendré et ce que le réel engendre aujourd'hui, de manière contemporaine. Mais en gros, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas vécu comme le mien, c'est pas forcément le film que les gens kiffent le plus. Moi, j'ai vraiment une identification particulière. Voilà. Donc, je le suis toujours, pathologiquement. Mais il y a aussi quelque chose qui sous-tend ce genre de film, c'est aussi l'idée de l'artisan auteur. Je crois que ça les travaillait beaucoup, en fait, plus qu'on ne le pense. C'était des cinéastes de studio qui, certainement, regardaient avec une certaine admiration ou envie les grands cinéastes de studio qu'on appelait les Kyosho, Kurosawa, Mizoguchi, Naruse, Uchida, même un petit peu Kinugasa, Tenosuke, etc. Ils regardaient, eux-mêmes étaient en décalage. Ils ne pourraient jamais être ces réalisateurs-là, mais ils pourraient peut-être ça pouvait créer même des pathologies, c'est certain, une envie qui ne serait jamais satisfaite. Parce que cet âge d'or est en train de disparaître, quelque chose est en train de s'effondrer, de disparaître sous leurs yeux. Ils ne seront jamais que des artisans consciencieux soumis à des cadences infernales dans le système des studios. Et il fallait s'en accommoder, sans dépérir, sans déprimer, toujours être là, faire des bonnes histoires, satisfaire le public et aussi être à l'écoute de ses propres obsessions, ses propres recherches esthétiques. Et Misumi, c'était tout le temps ça, quoi. C'était qu'est-ce que je peux ajouter visuellement là, qu'est-ce que je peux ajouter là comme son, comment je vais construire cette scène, comment je vais la filmer. C'est ce souci-là aussi de cette minutie qui nous touche, je pense,
qui serait presque pathologique hein, chez quelqu'un d'autre. On dirait, mais il est obsessionnel, quoi. Il est exigeant comme pas possible, etc. Mais voilà, il est comme ses personnages en même temps. Certains de ses personnages. La plupart des grands réalisateurs étaient très exigeants. C'est pour ça que ce sont des grands réalisateurs. Hein. Il y en a qui s'en foutaient complètement, hein, qui filmaient une prise. C'est bon là. Il y avait des faiseurs comme ça. Il y en a dans tous les. Mais est-ce que c'est un grand réalisateur? Voilà, moi, je dirais c'est un peu l'anti-Shigehiro Ozawa, quoi, Misumi. T'as Ozawa et puis t'as Misumi, quoi. Pas la même chose. Mais bon, je suis un peu méchant, mais parce que j'ai aussi vu pas mal de films d'Ozawa. Il faut s'accrocher. T'avais Mori Kazuo qui filmait très vite. Oui, et puis de toute façon, après, c'est les types de plaisir que tu veux avoir sur le film. C'est-à-dire que là, oui, sur le plaisir esthétique, c'est sûr qu'il remplit la donne. Mizumi, on ne sera jamais déçu à ce niveau-là. Et là, par rapport à ce que tu disais, c'est intéressant parce que du coup, tu as parlé des moments où le studio allait faire faillite, mais du coup, lui, il a participé aux deux relances parce qu'il est assistant réalisateur sur Les Portes de l'Enfer, qui est quand même un succès qui permet au studio de se relancer dans les années 50. Et là, avec Baby Cart, il relance le studio. Donc, il a quand même sauvé le studio. Et en plus, il est un peu responsable aussi de l'évolution du Gengeki, quoi, parce que commencer sur Les Portes de l'Enfer et puis commencer avec les premiers épisodes de Le Master Aveugle de Satoshi et puis finir sur du Baby Cart, c'est quand même qu'il a bien pris je sais pas quoi, l'atmosphère théorique et culture visuelle de son époque pour savoir qu'est-ce qui plaisait en 50, en 60, en 70, etc. Donc il était. Mais il est très peu à l'origine des projets, hein, quand même. Donc, ah ouais, bah du coup, il a su se mettre et se plier aux exigences de l'époque pour pouvoir faire des succès et continuer, quoi. Il est très peu à l'origine des projets. Même le Zatoichi n'était pas pour lui à l'origine. Ah ouais? Non. Je crois que c'était pour Ikehiro Kazuo. Et le Baby Cart, ça vient pas vraiment de lui. Mais en fait, il était très déprimé à cette époque parce qu'il faisait beaucoup de télévision. Et lorsqu'il a vu que finalement, il pouvait continuer à faire du cinéma avec Katsu Productions, avec Wakayama, avec les équipes de Eizo Kyoto, c'était l'association qui s'était formée après la chute, la faillite de la Daiei pour continuer à travailler. Et Ichikawa Kong Ichikawa était venu les voir en leur disant « Maintenant, vous allez devoir vous confronter au réel, les gars. Là, le studio, il est en mort imminente, électroencéphalogramme plat. Il va falloir que vous fassiez de la télé. » Et là, ils se regardaient tous, de la télé, non, c'est pas possible. Ah, mon Dieu, la télé. Ils étaient tellement dans le cinéma, quoi, dans l'esthétique cinématographique, etc. La télé, il faut tourner encore plus vite que les cadences du cinéma de studio. Et Misumi, il a commencé à déprimer un petit peu. Et quand il a vu que finalement, il allait pouvoir encore faire des films avec Katsu, Wakayama, etc. Pour la Toho, un énorme studio, beaucoup plus puissant que la Daiei qui disparaissait. Bah, ça lui a donné un coup de boost incroyable. Il a mis, en fait, Kazuma Nozawa disait qu'il a mis tout ce qu'il avait appris, de toute sa technique, toute sa sensibilité, tout son savoir-faire, il l'a mis dans Baby Cart. Voilà. Après, il l'a mis, comme tu as dit, il l'a mis aussi de manière un peu différente dans Les Derniers Samouraïs, parce qu'en fait, il n'était pas tout à fait satisfait de l'esthétique du film, parce qu'il travaillait avec la Shochiku et c'était pas les mêmes techniciens, il n'avait pas ses équipes, donc il y avait pas mal d'incompréhension, il y a eu des conflits, etc. Mais effectivement, c'est comme un film somme aussi. Est-ce que vous avez encore des films spéciaux à faire ressortir? Bah, en fait, dans beaucoup de films, il raconte aussi, bien sûr, son rapport paterno-filial. On peut penser à Momotaro Samurai, de 56, je crois, qui est en fait l'histoire de deux frères jumeaux. Il y en a un il y en a un qui prend la place de l'autre. Et quand il y en a un qui apprend la mésaventure de son frère, il va vouloir se sacrifier pour lui, etc. Puis il se retrouve à la fin, et puis de manière très émouvante, et il dit « Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour moi, il faut vivre, etc. » Donc il raconte beaucoup aussi, voilà, ces histoires Là, on est plus dans les rapports entre frères, mais voilà, les rapports entre frères, fils, père, etc. C'est très important pour lui, je pense. C'est un peu sa psychanalyse personnelle à travers ses films. Je pense que c'est important pour lui d'avoir des histoires aussi qui lui permettent de faire appel à sa sensibilité. Donc Momotaro Samurai, c'est un film de série, mais c'est un film, étonnamment, Momotaro Samurai,
le scénario est issu d'un roman qui a été écrit par le professeur de Kazuo Koike. La boucle est bouclée. J'ai découvert ça par hasard. C'est pour vous dire à quel point je connais tout. Gros savoir. Non, pas du tout, mais en fait, ce qui est difficile, c'est de se souvenir des noms. Moi, j'avoue que les noms japonais, j'arrive à m'en souvenir, mais Kiichiro Yamate, c'est le romancier, Momotaro Samurai, et c'est le professeur de Kazuo Koike. Ouais, c'est celui-là, oui. Voilà, là, j'ai trouvé le bon, j'ai eu peur, je vais me planter. Ouais, il y a beaucoup de films qu'on n'a pas vus. Il a fait aussi des films de Yakuza féminin, c'est marrant, il a fait les Tobakushi, Onna Tobakushi. Et ça, je pense qu'il doit y avoir des fans de ça. Du coup, sa filmo, c'est une 60aine de films, et tu as pu en voir combien? Pas tant que ça. Parce qu'en fait... Ah oui, Bo, je t'appelle Bo. Je sais que tu voulais qu'on parle de comment on peut trouver ces films. Moi, on finisse avec ça. J'ai déjà un petit peu montré qu'il y a des éditions françaises qui existent. Wildside. C'est du DVD, certes. Baby Cart, il y a eu 2 éditions coup sur coup. Moi, j'ai celle d'HK Vidéo, mais il y a eu celle de Wildside aussi qui est sortie après. Wildside et HK. Il y a celui-ci, Les Derniers Samouraïs, qui était aussi sorti chez Wildside. Il y a la trilogie du sable que je trouve plus, mais qui était sortie aussi chez Wildside, que j'ai aussi en coffret. En France, il y a quoi d'autre qui est sorti? Je ne sais plus s'il y a eu autre chose. Pas grand-chose, non. Pas grand-chose. Aux États-Unis, ils vont... Non, ils ont fait alors, un très beau coffret aux États-Unis sur Baby Cart. Ouais. Criterion. Mais après, la manière de trouver les films, en fait, vous avez des sites internet de vente qui sont... comment dire? Je ne sais pas si on peut parler d'éditions pirates, mais c'est des éditions plus ou moins bootleg. Et après, moi, j'avais un très bon copain collectionneur de films japonais. Je pourrais donner ses références en MP, comme on dit, et qui a des milliers et des milliers et des milliers de films japonais. Donc, s'il y a un Misumi qui circule quelque part dans le monde, il le récupère. Il l'a. Et parce que Gans est un fan fou de Misumi, comme de Gosha, et il recherche tous les films de Misumi. Et moi, j'ai eu la petite fierté de pouvoir lui passer Namidagawa, le film féminin. Ouais, alors, par contre, s'il y en a qui n'ont pas fait l'expérience, cherchez pas du côté des éditions japonaises. Entre le fait que ça coûte la peau du cul et qu'il n'y a pas de sous-titres, voilà quoi. Et oui, c'était ma grosse dépression quand j'étais au Japon. Ça coûte très cher. Alors, n'oubliez pas YouTube, où vous pouvez trouver quelques films. Et oui, sur la plateforme. Ils sont pas enlevés de la plateforme, j'imagine. Je sais pas, peut-être que c'est un peu obscur. Donc, on peut voir Momotaro Samurai et quelques autres films. Avec des sous-titres? Oui. On peut. Je crois qu'on peut trouver en bootleg, on peut trouver le Yotsuya Kaidan. Il y avait un site aussi, un site espagnol qui s'appelait Blog Ciné, qui proposait tous les films japonais, plein de films japonais par réalisateur, classés par réalisateur. Moi, j'en avais récupéré quelques-uns, notamment le film où il y a une femme et un serpent, là, j'oublie le titre. J'avais pu récupérer aussi Shin Onna Tobakushi, avec Awaji Keiko, qui joue dans Les Loups de Gosha. Mais c'est pas... Le combat final est très beau, mais c'est pas du... Voilà, ça reste du cinéma de série. Mais il est un peu moins à l'aise, je trouve. Mais voilà, on peut trouver des films. Je tiens juste à préciser que, évidemment, s'il y a des éditions françaises, on y va. Là, moi, ce que j'ai, c'est du DVD. Zatoichi, c'est pas ressorti en Blu-ray. Je les ai aussi. J'ai travaillé sur les Wildside, donc j'ai les Wildside. Ouais, tu m'avais dit. D'ailleurs, j'ai aussi du HK. Il faut rendre hommage à HK. Non, mais d'ailleurs, maintenant, ça me fait triper quand je vois ton nom qui apparaît dans les bonus. Je fais, Bon, mais c'est vraiment une ancienne époque. Hein. Je me sens un peu comme le personnage du sabre. D'accord. Mais pour dire que, ouais, non, mais je veux dire, s'il y a des éditions, il faut foncer. Mais s'il n'y en a pas, si on parle d'un type qui a fait 60 films, dont très peu ont été édités en France, après, voilà, on peut essayer de trouver des solutions. Le mieux étant évidemment. Il y avait la Maison du Japon, elle avait fait en 2012, elle avait fait une rétrospective. Peut-être qu'il y en aura. Hein. Ils en ont. Ils avaient mis des films rares en plus. Les films de la Maison du Japon, en général, ils sont, je vais faire envie à certains, mais ils sont gravés sur DVD. D'accord. Mais en général, ce sont des sorties salles, des sorties projecteurs, je crois, qui sont gravés. Parfois, les films sont envoyés par les studios
Et donc, ils ont vous savez, des films avec des logos qui apparaissent. Majin. Ouais. Majin, on peut trouver en plusieurs éditions. Le deuxième qui a été réalisé par Misumi. Exact. Et donc, les films de la Maison du Japon, moi, j'avais pu en récupérer un par un ami, un bon ami. Et c'est un ami d'Agawa. Et qui était en fait dans un format complètement... Enfin, le format était pas bon et je l'avais retravaillé dans un logiciel. Voilà, pour avoir le bon format d'origine. Donc voilà, ils ont toutes sortes de films avec leur rétro, mais parfois, les sources ne sont pas très bonnes. D'accord. Mais ils en ont beaucoup, oui. Mais je sais que pour en avoir parlé avec Fabrice, qui a lu la monographie de Nozawa, il a pas tout vu non plus, hein, il n'a pas tous les films. Ils sont difficiles il faudrait vraiment aller dans le catalogue Kadokawa, après, et vraiment demander tous les films. Après, il y a une chose, c'est trouver le film, mais après, c'est trouver avec des sous-titres d'une langue qu'on comprend. Et créer les sous-titres, souvent. Voilà, ouais, mais moi, mon japonais étant limité, quand ils disent merci, je peux mettre. Et sinon, il existe je le recommande, ça tourne un peu autour de Baby Cart, un peu trop parfois, mais c'est un documentaire de 1h50, ça s'appelle Kozure Okami Archives, Kozure Okami Archives, 1h50, ça a été distribué en DVD, bootleg, à mon avis très bootleg, mais je pense que le documentaire a dû être commercialisé à peut-être un moment au Japon, il a été fait en 2014, je crois, c'est-à-dire 4 ou 5 ans avant la mort de Kazuo Koike. Donc il y a une interview de Kazuo Koike aussi dedans, où il apparaît de manière assez longue pour raconter pas mal de choses. Je le recommande parce qu'il est long, il y a beaucoup de techniciens de l'âge d'or, de la Daiei qui racontent. Et il y a aussi une interview, un passage extraordinaire avec le producteur exécutif du 6e Baby Cart qui s'appelle Sanada et qui raconte un peu comment ils ont été embêtés à un moment donné par la faillite de la Daiei parce qu'ils n'avaient plus de budget pour finir une scène du 1, Baby Cart 1. Et ils ont été obligés de demander de l'argent à des hommes d'affaires, des riches hommes d'affaires. En fait, à l'époque, Nagata, le PDG de la Daiei, il vendait les studios, les terrains de tournage, il les vendait à des hommes d'affaires. Ce qui fait qu'en fait, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec la moitié du studio. Ah non, l'autre partie, elle est vendue. C'était marqué vendu. Et du coup, ils disent, mais comment on va faire pour tourner là ce qu'on avait prévu et tout. Bon, ça les a quand même pas empêchés de tourner, j'exagère, je caricature un peu, ils ont quand même pu tourner en studio, vous savez, les scènes de neige du 6e Baby Cart. Ouais. Il restait un studio quand même assez grand. Jusqu'à la fin de la Daiei, il restait un grand studio. Il a disparu. Il a disparu assez tardivement, en fait. Je crois que le dernier studio de la Daiei a disparu. Il était dans un quartier qui est devenu résidentiel, 100% maintenant. Et il a disparu en 86, je crois. Il restait un studio jusqu'en 86. Et après, il a disparu. Et quand on va maintenant sur les lieux de la Daiei, il n'y a rien. Il ne reste rien. C'est assez triste. Le studio de tournage aussi de Mifune a été remplacé par un building, une habitation. Enfin, bref. Est-ce que toute une époque. Quelque chose à ajouter ou on conclut cette émission? Moi, c'est bon. Ça fait juste 2h52 minutes qu'on tourne. C'est pas mal, hein, 2h52 c'est pas facile de... oui. Moi, je dis heureusement qu'Antoine était là parce que moi, j'avoue, j'ai du mal à analyser Misumi. C'est peut-être aussi ce qui fait son charme, c'est que j'ai beau essayer, poum, je me prends la réalité intérieure de Misumi. J'ai du mal à... Mais il est fascinant pour ça, je pense. Et, il s'est très peu exprimé. Gosha aussi s'est très peu exprimé, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'en fait, Gosha s'était beaucoup exprimé, mais c'est juste qu'il fallait chercher les bonnes références, les bons magazines. Et finalement, on arrive à faire le puzzle de toute la vie de Gosha d'une manière assez claire. Mais Misumi, il y a beaucoup de zones d'ombre. Donc ça reste quelqu'un d'assez dans l'ellipse encore par rapport à nos capacités d'analyse. Oui, et puis de toute façon, on est obligé du coup de faire de l'analyse narratologique et esthétique parce que comme on n'a pas le savoir sur l'approche de l'auteur, c'est à nous aussi de voir ça. Donc on fait de la structure, on essaie de voir les parcours héroïques, les activités héroïques, les personnages, comment c'est raconté, etc. Donc oui, c'est d'autres approches, quoi. Alors, moi, je vous remercie
parce que y a Paul qui devait être avec nous, il a dit, je sais pas ce que je vais dire, bah maintenant je vais lui dire, je vais lui envoyer un message pour dire ouais, t'avais raison, t'avais raison, parce que pour moi c'était fermeture de gueule intensif et c'est bien, ça soulage les oreilles de beaucoup de gens autour de moi. Donc je vous remercie énormément d'avoir été là, j'ai trouvé ça passionnant personnellement, parce que je trouve qu'on a dit plein de trucs super intéressants. J'espère que ça a plu aux gens, qui vont évidemment lâcher leur like et leur partage et blablabla. Hein. Merci à vous, et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. Et... Savoir que lorsque Misumi est mort, Shintaro Katsu, en mode Johnny Depp, a détruit toute sa chambre d'hôtel. C'est-à-dire, Sanada a appelé Katsu, lui a dit Kenji est mort. Et Misumi est resté d'abord prostré, puis il a détruit toute sa chambre d'hôtel. Bon, j'imagine qu'il a payé après. Mais en fait, c'est pour vous dire la douleur en fait, qu'il a ressentie. Cette anecdote est vraie, on me l'a raconté au Japon. Et donc, il a été détruit par la mort de Misumi. Après, il a recherché. Dans sa carrière de réalisateur, il a cherché à s'approcher de Misumi. Il disait c'est le réalisateur que j'ai admiré, avec aussi un petit peu Mori Kazuo. Et il a essayé de trouver ça, même s'il est parti dans une autre approche. Mais il était très touché, très affecté par la mort de Misumi, qui est mort assez jeune, effectivement. On peut le regretter. Voilà pour la dernière anecdote du soir. La dernière séance. C'est la scène post-générique, comme dans un Marvel. Oh, je vais parler de Marvel. J'ai fait mon Eddie Mitchell. Allez, merci à tous et ciao tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation.